pour les nanomatériaux, et aussi avec la DGA, Direction Générale de l'Armement. Voilà, on espère que vous allez passer un bon moment de subversion, et tout ça en toute démocratie. C'est bien, ça lance. Ouais. Bah, est-ce que tu veux continuer à venir? Est-ce que tu veux t'asseoir avec nous? Non, je pense qu'on peut enlever la tribune et on peut parler tous ensemble en fait. Bah carrément, absolument. Il faut des micros quand même. Oui, oui, oui. Non, c'est pas grave, on Bah, n'a pas besoin Si, d'internet. parce qu'on n'est pas tout seul en fait. Vous savez, la démocratie, c'est. Il y a le cloud qui nous écoute, c'est ça? Oui, on n'est pas tout seul. Enfin, moi, il me semble que Moi, je pense avec qu'on ou sans micro. on pourrait faire une assemblée en dehors du CEA par exemple, en dehors du Minatec, on se met devant, on fait des jolies banderoles, ça va nous rappeler des moments, par exemple en 2006 où on voulait fermer Minatec. Voilà, on peut faire des jolies banderoles devant Minatec là, et puis on parle tous ensemble de ce que c'est Minatec. Très bonne idée. On y va? Bon, non, je vous avais dit de rester assises, mais du coup maintenant on peut se lever, et on va aller dehors, on va faire des petites banderoles, voilà, il y a tout ce qu'il faut. En toute démocratie? Ou, non mais, Ok. franchement, l'envie y est, sérieusement, de se De fermer lever. Minatec? Non, de se lever et d'aller faire l'assemblée dehors, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, on est là et on est là. Tu vois, bon, là, c'est vrai que ça donne pas cette impression-là. Mais déjà, viens si tu veux t'asseoir et n'importe qui vient s'asseoir là et on discute. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros besoin de discussion de ce qui est en train de se passer là et on est aussi un peu là pour ça. Et merci et continue à venir et viens t'asseoir là avec nous si tu veux. Et n'importe qui d'ailleurs. Moi, juste un truc pour réagir. Moi, ce qui me fait toujours un peu marrer, c'est qu'on a l'impression que le contenant détermine le contenu, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, que le fait d'être dans ces bâtiments, on sait tous ici ce que sont ces bâtiments, on sait tous les luttes qui ont eu lieu. Ah bon, bah si personne ne sait, c'est quand même assez compliqué, donc on peut leur expliquer. C'est pour ça que j'ai répété Tu vois 3 fois commissariat à l'énergie atomique. Les lycéens qui étaient là, Bah oui, d'accord. hier, ils savent pas pourquoi ils sont là en fait. Tu vois, mais Ils savent pas où ils sont. en même temps, moi, j'ai pas un logo CEA sur le front. Je défends pas le CEA. Je suis totalement opposé à ce type de pratique et au Minatec aussi. Et j'en ai rien à foutre qu'autour, ça soit le bâtiment du Minatec ou que je sois au milieu du parc ou que je sois au bord de l'Isère, si tu veux. Tu vois, ça va rien changer à ce que je vais dire. Si les gens sont venus ici, ils sont venus ici, ils sont ensemble ici. S'il y a une majorité de gens qui veulent sortir et qu'on le fasse dehors, ben on le fait dehors, il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, ça me pose aucun problème. Voilà. Mais si tu veux, c'est pas parce que je suis dans un bâtiment que le contenant va déterminer mon contenu ou ma position politique ou sociale, tu vois. Est-ce que tu serais venu au lendemain de l'inauguration par Jacques Chirac, est-ce que tu serais venu faire ta présentation ici là? Est-ce que tu serais venu quand Michel Alliot-Marie, ministre des Armées, est-ce que tu serais venu faire ta présentation au lendemain de la venue de Michel Non, Alliot-Marie? mais ça fait combien de temps que c'est ouvert le Minatec? Combien? 13 ans? 2006? 14 ans, tu vois? Et du coup, l'histoire, elle est réécrite parce qu'on invite des cautions critiques et démocratiques ici. L'histoire, elle est réécrite. Au lendemain de l'inauguration de ce truc-là. Mais rien n'est réécrit, c'est toi qui l'interprètes comme ça, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre de cette histoire, tu vois. Je viens dire ce que j'ai à dire, quoi. Où tu as 2 spectacles ici. Maintenant, c'est juste une salle de spectacle où tout se passe bien, dans une ambiance bon enfant, etc. Non, en fait, il participe. Il dit que c'est juste un contenant, mais la Volte, vous faites partie de la maison d'édition La Volte. Elle est dans les partenaires d'Experimenta. Il fait même un spectacle de l'autre côté. En fait, il participe à Experimenta. Experimenta, c'est le CEA et Mélenchon. Oui. Voilà. Moi, je peux vous dire les recherches qu'il y a au CEA. Je peux vous dire un petit texte sur la surveillance et sur le contrôle. Attendez, vous êtes PMO? Excusez-moi, Vous êtes qui mais moi je pense que Expérimenta c'est pas que le CEA et c'est pas que l'Hexagone. Le CEA c'est plein de partenaires et de Non, je ne suis pas Pièce et Madame, non. Pièce et Madame, ils ont 50 ans. peut-être, mais est-ce que la parole n'est pas... Est-ce qu'on peut pas laisser la parole et après vous direz tout ce que vous voudrez. Un petit souvenir sur ce qui est fabriqué à Minatec. Alors juste à la fin, ça va intéresser Philippe Streger. En matière de détection automatique, retenons également cette offre de stage du CEA, trouvée sur Internet. Suite à des travaux de détection de visage, de reconnaissance de visage et d'extraction de connaissances, le laboratoire s'est intéressé à la détection et à la reconnaissance d'émotions, joie, tristesse, peur, etc., à partir d'images de visage. Notons enfin que l'entreprise grenobloise spécialisée dans la biométrie et les microcaméras Atmel est dirigée par Jean Vialet, un ancien du CEA Leti, par exemple. C'est un petit exemple, mais il y en a
mais c'est très important de le dire. C'est très important de le dire. On s'est vu une demi-heure avant pour se dire pourquoi est-ce qu'on est là et dans quelles conditions on est là et pourquoi on veut quand même être là pour avoir cette discussion et aussi entendre ce qui est dit là et de le dire et de rappeler qu'en 2004, avant que Minatex ait été construit, il y a des Grenobloises et des Grenoblois qui se sont fait taper dessus par la police, qui ont mis leur vie en danger pour que ce bâtiment ne soit pas construit. Et de se retrouver dans ce bâtiment, et j'entends complètement ce que tu dis, c'est une manière de dire qu'il existe. Et donc, il existe, et effectivement, c'est hyper problématique d'être là. Je vis depuis 10 ans à Grenoble, et je suis payée par la fac. Et je voulais même commencer à vous raconter quelque chose qui est important pour nous, mais ce n'est pas une manière de couper aucunement ce débat, au contraire, c'est de l'alimenter. C'est de parler de personnes qui ont écrit dans... je le dis pour que tout le monde entende bien, je pense que ce dissensus qui est là, il est extrêmement important. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas être à Minatek pour avoir un débat sur la société de contrôle. C'est évident qu'il y a une contradiction qui est obscène. Il y a quelque chose d'obscène. Et en même temps, être là, et on est là, et on s'est dit avant pourquoi on était là, c'est pouvoir le dire, effectivement, et face peut-être à un public qui, si on n'était pas là, on ne pourrait pas lui dire. Et on ne pourrait pas débattre. Donc, je crois aussi que je préférais être dehors. Et je préférais être dans une autre scène. Sérieusement. Sérieusement, il y a un truc de nausée, et de vous entendre et d'être en amitié là-dessus, ça pose question. Et en même temps, je suis d'avis que, mais je suis une parmi tout le monde qui est là, et parmi aussi vous deux, qu'on puisse se parler justement. Et alors, je voulais introduire un texte, mais voilà. Ce texte, il a paru dans Lundi Matin, et il s'appelle « Grenoble, l'université désintégrée ». Et il parle, notamment, par exemple, je cite, pour rajouter à ce que tu disais, en 2005, les élèves ingénieurs de l'INPG, associés à Minatek, ont par exemple mis au point, dans le cadre d'un contrat avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement, un contrat à la fois de recherche, mais aussi de commercialisation de micro-drones. Alors les drones, tout le monde sait ce que c'est. On sait aussi à quoi ça sert dans le service militaire. Moi, je travaille sur des questions de logistique migratoire. Ça sert à contrôler, à tuer, à exploiter. Ça sert à produire une main-d'œuvre clandestine, à la rendre corvéable à merci. Et de le dire dans Minatek, c'est peut-être tuer cette parole-là, ou c'est peut-être lui donner une chance d'un écho auprès de personnes qui, par ailleurs, peut-être ne l'entendent pas complètement. Mais je ne sais pas qui a raison et qui a tort là-dedans, sérieusement. Par contre, je suis contente d'abord que vous preniez la parole et que vous continuez à le faire quand vous le voulez. Ce n'est pas une manière de la neutraliser, je l'espère, c'est de la faire entendre. Mais oui, est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-tuer dans ce qu'on est en train de dire en étant assis là ? Il y a aussi une autre question, c'est une question de savoir pourquoi vous êtes là et pourquoi vous l'avez accepté. Mais il y a aussi la question de pourquoi Minatek, CEA et leurs potes vous recrutent, au fait. C'est ce qu'ils font, hein. J'aimerais bien savoir ce que... Enfin, je pense que tout le monde... Je peux donner une réponse à la première question, de savoir pourquoi on est là. Et, ça rejoint en effet sans doute la posture de mes camarades à droite. Moi, j'ai hésité à venir, pour être honnête. C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe quand j'ai reçu l'invitation à parler avec Anna Damasio. J'ai trouvé ça chouette. Ça fait 2 ans bientôt que je passe beaucoup de temps bénévole à monter une campagne qui s'appelle technopolis.fr pour documenter la prolifération d'une informatique de contrôle dans l'espace public urbain. Ça inclut notamment des projets dits de Safe City, donc déclinaison sécuritaire de la Smart City, avec des technologies telles que celles dont on parlait tout à l'heure, des trucs développés par l'INRIA dans le cadre de projets de recherche publique qui, depuis 10 ans, balancent des centaines de millions d'euros dans des technologies qu'on refuse. Et c'est ce refus qu'on essaye d'affirmer, d'incarner à travers cette campagne. Et j'ai croisé pas mal d'entre vous il y a 2 mois, lorsqu'on m'avait invité à venir faire la caution société civile à un débat un peu similaire qui s'appelait Super Demain. Super Demain. Financé, c'était à l'hôtel de la Métropole à Lyon, avec des ateliers qui, là encore, permettaient aux enfants d'apprendre les rudiments de la robotique ou de la programmation, parce que c'est super demain, et demain il faudra savoir coder pour être un citoyen
autonome et libre apparemment. Et en fait, moi, mon but, c'est parce que j'ai beaucoup cru dans l'idée que ces technologies, notamment Internet, en gros, comme technologie médiatique de circulation, d'information, de savoir, pouvaient nous aider à avancer vers un espace public médiatique un peu moins foutu que celui qui domine. J'en suis beaucoup revenu de ces utopies-là. Et c'est cette parole que j'essaie de porter vis-à-vis de publics, notamment les publics de l'asso dont je fais partie, qui s'appelle la Quadrature du Net, qui compte beaucoup de geeks, d'informaticiens. J'essaie de faire valoir cette expérience et ce constat d'une fuite en avant technologique qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à contrôler, ni par le droit, ni par la cryptographie, ni par ces discussions qu'on tente d'avoir, même si elles commencent à être un petit peu plus charnues qu'auparavant grâce à cette parole et grâce à cette critique qu'on vient d'entendre. Donc moi, c'est ça, c'est faire valoir ce contre-discours et participer, donner un témoignage parce qu'on m'invite à le faire et que je me dis que je vais être confronté peut-être à des gens qui y croient encore, qui gobent ce message dominant, qui présente la technologie comme vecteur de progrès social, de progrès politique. Moi, je n'y crois pas, et plus je la vois, et plus je vois ce discours dominant, et plus je vois ces programmes de recherche qui continuent à nous dire « tech is good » et ça va continuer, enfin, on va pouvoir affronter les problématiques environnementales, sociales, politiques à travers plus de technologies. Genre, moi, ça me dégoûte ce discours, de plus en plus clairement, mais il continue à être là. Et donc, venir dans ces événements, dans ces institutions, c'est aussi, j'espère, faire entendre cette parole et ce témoignage à des gens qui soit doutent un peu, soit se sentent un peu tout seuls à penser à tout ça et réfléchir justement à comment on fait. Donc réponse à la deuxième partie de la question, en tout cas commentaire, parce que c'est une question très ouverte et très difficile. Comment on fait pour ne pas être les idiots utiles en venant incarner cette parole critique dans ces institutions face à ces institutions technoscientifiques qui participent de cette fuite en avant technologique qui nous mène droit dans le mur? Ouais, moi, ma réponse, elle est encore plus simple. C'est une réponse tactique, quoi. Est-ce que tactiquement, ça a plus d'intérêt et plus d'efficacité d'être là à discuter avec vous et à parler de ces enjeux et à partager ensemble toutes les réflexions qu'on peut avoir dessus, parce que je pense que vous n'êtes pas vierge de vision sur la société de contrôle. Est-ce que c'est plus efficace, ça laissera plus de traces, plus d'empreintes et ça va modifier plus nos vies que de se dire que, évidemment, le Minatech, Experimenta et tout ça, font de la com sur ces événements-là, font du artwashing, comme on fait du greenwashing, etc. Évidemment que ça existe, évidemment que cette com existe, tu vois. Mais au nom de ça, je vais pas venir, je vais pas discuter, je vais pas me battre, je vais pas. Moi, je trouve que c'est assez savoureux d'être dans le cadre du Minatech et de pouvoir critiquer explicitement le Minatech, d'être filmé pour critiquant le Minatech et de parler de ces enjeux-là que le Minatech lui-même porte par son boulot, quoi, tu vois. Donc pour moi, honnêtement, je ne vois pas le problème, tu vois. Alors évidemment, je préfère être dehors, mais il se trouve que ça attire des gens ici, que des gens sont réunis là, qu'on a les moyens de parler. Donc t'es coincé par le format. T'es coincé par le format. Non, je ne suis pas coincé par le format. Si tu avais organisé, toi, avec ton assos, la même chose à Grenoble, je serais venu et je l'aurais fait, tu vois. Il se trouve qu'ils l'ont fait, que ça attire des gens et qu'il y a des œuvres excellentes qui sont produites dans le cadre d'Experimenta, je suis désolé. Donc oui, je trouve que c'est un intérêt de réunir art et sciences, tu vois. Que derrière, il y a une couche de com par-dessus, mais partout, il y a des couches de com. Tu vois, moi, j'ai dit des bouquins, ils sont à la volte. OK, c'est l'éditeur indépendant. Tu peux dire, waouh, noble, indépendant, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, quand je passe en poche et tu achètes peut-être mes bouquins en poche, c'est Gallimard, c'est un grand groupe. C'est le CDE, c'est des mecs qui font 25% de marge sur n'importe quel bouquin vendu, tu vois. Est-ce que ça fait que les bouquins que tu lis sont pollués, salis, on ne doit pas les lire en poche? Lisez pas en poche, moi, ça me rapporte plus de thunes que vous les lisiez en grand format, tu vois. Mais à un moment donné, tu es dans une société où, comme disait super bien Deleuze, on n'arrête pas de faire avec cette société des compromis honteux, tu vois. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que moi, je veux dire, j'achète les pompes sur lesquelles je marche. Je marche sur les trottoirs de Bouygues ou de Vinci. Quand j'arrive à la gare elle était construite par qui? Par Vinci. Le tram par Alstom. Mon TGV par qui, tu vois? Je suis constamment, alors je ne prends plus le TGV, je suis constamment dans ces compromis-là, forcément. Mais c'est au milieu de ces compromis que tactiquement, tu te dis... je me bats et j'espère que ma parole directe et le rapport direct constituent une rencontre, parce que c'est très différent, moi je trouve, quelque chose de filmé ou de vidéo et une rencontre où l'énergie passe, où il y a des échanges. Et je pense que ça va laissera plus de traces importantes et que ça sera un transformateur d'énergie plus intéressant que de ne pas y aller, voilà, tout simplement. Mais après, c'est des choix tactiques. Tu peux considérer que Minatech est tellement puissant ou que, je ne sais pas ce qu'il y a derrière Minatech, le CEA est encore plus puissant et va récupérer et qu'on est juste là, ouais, les idiots utiles, machin. Moi, je pense pas. Je pense que les gens en face sont intelligents, ils vont retenir ça et qu'ils ne seront pas venus pour rien. Voilà, mais c'est ma conviction. Après, tu peux ne pas être d'accord. Moi,
coup, on peut peut-être faire tourner la parole. Moi, j'ai parlé. Il y a quand même un truc avec la... Enfin, c'est pas n'importe quoi l'énergie atomique. Ouais. Il y a, enfin, je sais pas, je dirais que c'est un des piliers de l'irréversibilité de la technoscience. Donc, non, ça va, vous m'entendez? Non, mais j'ai pas spécialement envie que ça soit diffusé sur le web, donc je vous parle à vous et vous êtes là. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le nucléaire, c'est pas rien. C'est exact. Hier encore, on était à cette même conférence, dans cette même salle, il y avait une conférence où si c'est parti un peu critique et tout ça, et en fait, ce qui a été dit, c'est que même si on s'émancipait vis-à-vis de tout le reste, et ben, le nucléaire, fallait quand même le gérer. C'est-à-dire que voilà, il y a des installations à maintenir, les déchets à stocker quelque part, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu le symbole de l'impossibilité du retour en arrière. Donc pour moi, c'est pas du tout neutre que ça se passe dans ce genre de débat critique se passe dans ce lieu-là. Et j'ai l'impression, un petit peu comme ce que tu viens de dire, en fait, c'est vraiment une réponse. C'est-à-dire que si, à mon avis, s'ils vous invitent, pire qu'ils vous invitent, ils vous embauchent, en fait. S'ils vous embauchent, c'est pour justement... Non, ils nous embauchent pas. Moi, je crois que je sais même pas si je suis payé, quoi, tu vois. Donc. Alors, s'ils vous embauchent, c'est précisément pour délivrer ce message. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. On peut peut-être à la marge un petit peu critiquer, un petit peu réfléchir. C'est la démocratie, tout machin, etc. Mais moi, je pense que la critique, le pouvoir l'accepte quand elle ne le gêne pas. Sinon ça se passe différemment. Moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi, tu vois. Et puis, moi, je me méfie aussi de faire des blocs, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui bossent au Minatech sont pas tous des Dark Vador incarnés à 100%. Il y a dans toute collectivité, dans toute entreprise, il y a des résistances, il y a des gens qui ont une conscience, il y a des éthiques. Donc, tu vois, faire un bloc du Minatech, je pense pas que ça a non plus un sens. Et activer les résistances, les micro-résistances qui peuvent avoir lieu dans ce type d'entreprise est aussi quelque chose d'intéressant, tu vois. Donc, c'est pas des monolithes noirs qui s'affrontent, quoi, tu vois, sur le... Et après, le pouvoir, tu sais, faut arrêter avec la parano et avec l'espèce de fantasme de perfection du pouvoir. Le pouvoir est plein de failles, le pouvoir fait des milliards de conneries. On l'a encore vu avec Benjamin Griveaux, si vous avez suivi le truc hier. Le pouvoir est plein de fissures et on s'insinue dans ces fissures et c'est comme ça qu'on résiste. Donc, je trouve que c'est lui donner beaucoup de poids et de perfection que de croire qu'il ne laisse des paroles libres que en pensant qu'elles sont inutiles, quoi. Après, moi, et puis c'est un peu méprisant pour nous, hein, je le dis juste en passant, quoi. Après, moi, c'est-à-dire qu'on est vraiment des idiots utiles alors pour le coup. Ouais. Mais moi, quand même, votre critique, elle m'interroge, elle me fait douter, en fait, elle pose des questions stratégiques. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Alain. Je suis aussi d'accord avec le fait, enfin, je ne vous l'avais pas dit là, mais je pense que c'est votre impression, que beaucoup des œuvres qu'on voit exposées dans un événement de ce type, elles participent un peu de l'enchantement, du futur, de la technologie qui est chouette, qui est belle, qui nous fait rêver, que c'est aussi un instrument de légitimation de tout ce qui pose problème. Je crois qu'on a aussi, au sein de la critique de la société de contrôle, tendance à, justement, là encore, en réfléchissant en stratégie, à s'abriter derrière des modes d'action et des manières de faire où, certes, le pouvoir est plein de failles. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là. Et en même temps, on s'insinue. Moi, je trouve qu'on passe beaucoup d'énergie à exploiter des failles qui ne donnent pas grand-chose. Moi, je suis dans une association qui fait du plaidoyer législatif où, depuis 10 ans, on s'échine à aller voir les législateurs pour leur expliquer à quel point ils font des conneries, à quel point les libertés publiques, c'est quand même important, à quel point, en fait, ils sont dans des structures de pouvoir qui, justement, sont vraiment à gerber. On essaye de mobiliser des gens pour faire valoir ce discours et essayer de transformer la loi. Alors, du coup, ça ne marche pas. Du coup, il reste un autre rempart, c'est d'utiliser le droit pour aller devant les tribunaux, pour expliquer que la surveillance de masse, en fait, ça va complètement à l'encontre de tous les principes qui fondent supposément nos régimes, nos systèmes juridiques. Et puis ça a l'air de marcher. Et puis 10 ans plus tard, en fait, après avoir passé des centaines d'heures bénévoles à introduire des recours, à faire chier les juges, les jurisprudences, elles changent en faveur du pouvoir parce qu'en fait, en face, on a des gens plus puissants que nous. Et du coup, moi, j'en viens vraiment à me dire que votre critique radicale de
de la technologie, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à croire qu'à travers le droit et à travers un certain nombre de failles que nos milieux ont surexploitées, ont surinvesti depuis des années, on arrivera à changer les choses. Moi, mon constat, c'est que ça ne marche pas. Je crois qu'il faut continuer à le faire parce que ça reste une arme pour les faire chier déjà, mettre des petits grains de sable quand même, mais ça ne suffit pas. C'est là où je voulais en venir. Et que du coup, la critique plus radicale de la technologie que vous brandissez, elle est importante, elle doit être entendue et elle doit s'étendre. Et on doit réfléchir. Et je pense que même si voilà, vous avez vos modes d'action et je ne sais pas quel regard vous portez d'ailleurs sur leur efficacité, moi j'ai l'impression que votre discours il commence à égrener, à porter plus largement, qu'il y a des mouvements ces dernières années qui l'incarnent et c'est tant mieux. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses et je pense que ça apprend beaucoup de choses à mes camarades qui étaient assez distants, assez loin de tout ça. Mais voilà, ça reste des questions ouvertes et soit que certains. Merci. Voilà. D'habitude, je parle comme ça parce que j'ai une grande gueule et tout. Donc je vous fais pas un strip. Je fais juste j'enlève mon anorak parce qu'il fait un peu chaud, malgré que je me sois mis en bas parce qu'il fait très très chaud là-haut, donc il fait moins chaud en bas. Je sais pas combien. On a jusqu'à 7 heures, donc je peux tenir jusqu'à 7 heures si vous voulez. Je peux remplacer les experts parce que d'habitude, moi, j'ai pas beaucoup la parole. Donc, mais en vieillissant, je me suis aperçu que moi aussi, j'avais le droit de parler dans un micro, dire des choses. J'ai pas, mon expertise, c'est juste l'expertise de ma vie. Voilà, de mon vécu et de ce que m'a transmis, parce qu'on s'est croisés un peu dans le hall, une personne qui s'appelait Suzanne, née en 1919. C'était ma maman. Elle m'a transmis des trucs. C'est que les injustices, les inégalités, il faudra toujours faire quelque chose. C'est pour ça que je suis gilet jaune. Parce qu'il y a plus d'1 an et demi, j'ai rencontré une dame, elle avait 50 ans. Elle m'a dit, j'ai jamais bougé, j'ai jamais fait, j'ai toujours fait comme on m'avait demandé, ou à l'école, à tout ça. Bien, vous voyez les gens modestes, vous voyez les gens très modestes. On leur a dit, faut ça, faut aller à l'école, faut faire ceci, faut ça. Et du coup, elle m'a dit, il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalités. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont mis un gilet jaune pour qu'on puisse nous voir, qu'on ne voit pas que ceux qui sont experts, qui passent à la télé, qui nous disent qu'on a des trucs, soi-disant, ils savent mieux que nous, que le nucléaire, c'est bien, parce qu'on va pouvoir avoir des chauffages électriques, des chauffe-eau, que ceci, que cela. Il y a plein de raisons, quoi. On a le droit d'avoir plein conscience. Et j'ai une invitation, parce que des amis gilets jaunes de Grenoble, et des gilets jaunes, faut pas, s'il vous plaît, dites jamais les gilets jaunes. Dites des gilets jaunes. Comme vous, il y a des gens dans la salle. Il y a des gens sur scène, il y a des gens là. Donc il y a des gilets jaunes de Grenoble. C'est le 66e acte. Vous voyez, 66e acte. 66e samedi. Demain, à 14h, à la gare. On vous invite. Mais ceux qu'on n'invite pas, quoi, ou ceux qu'on a fait... C'est pas moi qui ai fait le truc, hein. Moi, je suis plutôt tchatcheur qu'écrivain. Même si j'ai, à cause de mon fils, j'ai lu Les Furtifs, vous vous rendez compte? Jamais. Première fois de ma vie que je lis un bouquin gros comme ça, de 700 pages d'habitude. Je lis des trucs avec des images, des tout petits trucs et tout. Et là, à cause de mon fils, il me l'a offert pour Noël, j'étais obligé. Non, j'étais pas obligé, mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants dans ce bouquin. Ça, c'est pas pour serrer les pompes à un auteur. Je tire les pompes à personne et je lèche pas des culs surtout. Et voilà. Et du coup, c'est une invitation. Alors, je ne sais pas si on a jusqu'à 7 heures, donc je vais peut-être le lire. Nous sommes des privés d'emploi, privés de services publics, taxés, imposés, changés, licenciés, mutilés, retraités, chômeurs diplômés, diplômés au RSA, temps partiel sous-payé, intérimaires, stagiaires, indépendants, artisans, commerçants, concurrencés, issus de l'immigration, étudiants pauvres, lycéens, jeunes privés d'avenir, précaires, harcelés, parfois syndiqués, déçus de la politique, trompés,
dans la misère, dans la galère, forçat, damné, exploité, point de suspension. Donc si vous vous retrouvez dans aucune de ces catégories, vous pouvez venir que... Mais nous ne sommes pas des privilégiés, c'est plus court. Hein. Nous ne sommes pas favorisés, planqués, pistonnés, profiteurs, fortunés, actionnaires mondialisés, bénéficiaires de parachutes dorés, politiciens corrompus, exilés fiscaux, etc. Donc stop à la casse sociale, c'est le truc. Demain 14h, j'en ai qu'un, donc je sais pas s'il il paraît que c'est filmé, il y a une caméra, vous pouvez le filmer, le passer. Je le donne quand même à ceux qui sont sur scène parce qu'ils ont eu le courage. Vous le passez, derrière il y a plein d'infos. Il faut dire quand même que grâce, par exemple, aux technologies des gilets jaunes, grâce aux technologies qui sont mis, les technologies que des fois on dit que c'est pour votre bien, mais en fait c'est pour nous massacrer ou nous réprimer. Par exemple, il y a des gilets jaunes, il y avait beaucoup de gens naïfs. Eh ben, Facebook, c'est bien, j'ai des amis sur Facebook. Moi, j'aime mieux avoir des amis sur Facebook. Facebook, pardon, excusez-moi, j'ai dit Facebook. Moi, j'aime mieux avoir des amis en vrai. Et eux, ils ont dit, ben, ça a servi, ils ont utilisé un moyen technique. Mais la police et tout, eh ben, ça a servi. Parce que Facebook, c'est quoi? Ça fait partie des GAFAM. Hein, tout le monde sait ce que c'est, les GAFAM, j'imagine, dans la salle. Hein, d'accord? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, voilà. Donc, par exemple, les gens de la Quadrature du Net, ils disent qu'on a dans la poche, c'est un mouchard de poche. J'ai rencontré des copains à toi. Et du coup, voilà, que je donne ça. Et du coup, j'en étais où avant de dire ça? Ouais, mais des gilets, il y a des gilets jaunes tellement naïfs, comme les enfants, comme parce que là, ici, les gens, ils croient ils savent, ah oui, Facebook, bah oui, c'est moi qui, c'est gratuit, c'est moi qui donne c'est moi le produit, c'est moi qui donne les trucs. Mais il y a plein de gens, ils sont naïfs. Il y a des jeunes, quoi, ma fille, elle a des amis sur Facebook, et elle croit qu'il n'y a que ses amis qui voient. Elle ne sait pas ce que Facebook va faire avec toutes ces... Tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle va faire, comme nous tous, quand on fait un truc, une recherche sur Google. Google, c'est ça, ouais. Et du coup, il y en a plein qui se sont fait, ouais, ça fait rigoler, mais il y a 400 personnes en France qui sont en prison ferme parce qu'ils ont été sur des ronds-points, parce qu'ils ont dit, on veut moins d'injustice et moins d'inégalité. 400 en prison ferme. Et il y a plein de gens, ils ne sont pas venus les soutenir. Il y en a qui ont été mutilés. Il y a une dame, je viens d'entendre il n'y a pas longtemps là, un truc, c'est sur France Culture, radio de service public et tout, les émissions intéressantes, il y en a de moins en moins où on les met tard et tout, où on leur ferme petit à petit. La dame qui est morte à Marseille, la police, elle lance une grenade lacrymogène, elle est en train de fermer sa fenêtre, fermer ses volets. Sa fille, elle demande justice et tout ça, il n'y a pas de truc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, nous, par exemple... Effectivement, on peut se poser la question de stratégie ou d'efficacité, tout ça. En tout cas, nous, on essaye. Donc, ce que je demande aux gens de la salle, venez demain ou pas, venez pas demain, mais essayez qu'il y ait moins d'injustice et moins d'inégalité, putain. Parce qu'on est dans la merde quand même. Hein. Peut-être que vous avez de la merde que jusque-là. Il y en a qui ont jusque-là, mais il y en a qui ont jusque-là. Les gens qui essayent de passer... Hier, mon frère, il était à Gap. Il y a 2 personnes qui aident des gens qui passent de l'Italie à la France. On les traîne en justice, la police les insulte, la police aux frontières raquette les gens qui essayent de passer. Ils les votent, c'est des voyous, la police aux frontières et les gendarmes et tout. Hein. J'espère qu'il y a de la police dans la salle, comme ça on pourra me dire que soi-disant j'ai diffamé ou je sais pas quoi, comme ça vous viendrez à mon procès, j'espère. Et du coup, il y a 2 personnes, elles doivent donner de dommages-intérêts, soi-disant, elles ont outragé ces pauvres forces de l'ordre. De quel ordre et de quel... Les forces du désordre, de quel ordre? Aux ordres de qui? De vous? La police avait vos ordres quand les gens disent « T'es bien content de la trouver ?» Des fois la police... Ben moi non, jamais. Quand on place Notre-Dame à 22h, la police, il y avait des gars qui étaient en train de taper d'autres et que mon fils intervient, qui se fait massacrer. Là, quand ils ont appelé la police elle n'est pas venue, elle est arrivée beaucoup plus tard pour empêcher des gens de se faire taper. Voilà quoi, je pourrais... Vous voulez que je tienne jusqu'à 7h? On vous a peut-être marre. Non? Tu veux le micro? Tu veux pas? Non? T'as raison, c'est mieux d'écouter les experts. Mais moi, je suis expert de ma vie, tu vois. Oui, et ben les portes, toi aussi?
Tu veux nous raconter ta vie? Vas-y, raconte-nous ta vie. Non, tu ne veux pas nous raconter sa vie. Pourtant, je suis sûr que ça aurait été très intéressant. Dans la salle, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut. J'ai pas fait jusqu'à 7 heures, mais j'aurais pu. Hein. Ouais. Et répondre à vos questions, vos interventions, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. En tout cas, on essaye. Essayez. Si vous essayez pas, on est mort. Et c'est dur de garder espoir. Hein. Donc si vous voulez nous... Parce que les gens désespérés, il y a aussi un petit slogan très court, c'est « Pas de paix sans justice ». Tu vois ce que je veux dire? Pas de paix sans justice. Donc tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Même pour ceux qui ont de la merde que jusqu'au mollet. D'accord? Je te dis à toi parce que tu me réponds, mais je te peux le dire à tout le monde. Ok? Vous étonnez pas qu'il se passe certaines choses, qu'il y a des gens, ils sont violents, il y a des gens, vous vous rendez compte, ils cassent des vitrines de banque. Qu'est-ce qu'ils sont violents? Camille, on peut rappeler... Ouais, je m'appelle Camille. Camille, on peut rappeler un truc pour dire, mais je prends pas de micro, puisque oui, tu l'as pris, je le prends. Allez, hop. C'est pour se faire entendre que je viens de lire un truc qui juste pour dire, pas de paix sans justice. Depuis 5 ans, le nombre de morts par les forces de l'ordre a été multiplié par 3,5. Donc, oui, c'était expert de ta vie. Moi, je me sens experte de rien. De ma vie, ouais, t'as raison. Et de ma vie qui est effectivement en danger quand on est tout le temps. Donc, oui, on peut rappeler effectivement que les morts sous les coups de la police ont augmenté de 3,5 fois depuis 5 ans. Et que les gilets jaunes, des gilets jaunes, en ont été effectivement les victimes aussi, quoi. Non, mais factuellement, c'est pire que ça. Moi j'ai revu les chiffres là j'avais une conf hier. Donc tu as quand même 878, là j'ai une bonne mémoire des chiffres, donc je peux vous le dire sans même prendre mes notes, mais donc blessés en tout sur le mouvement Gilets jaunes. Tu en as 323 blessés à la tête, tu as 25 éborgnés, donc des gens qui ont perdu un ordre, tu as 5 mains arrachées, tu as 2 morts. Et quand tu écoutes David Dufresne, donc le journaliste, qui a d'ailleurs le prix de journalisme là-dessus, parce qu'il a fait un boulot incroyable de recensement des blessés, il dit qu'en 6 mois de Gilets jaunes, ils ont fait plus de blessés qu'en 20 ans de répression policière. Donc le rapport, il est x40, hein, c'est même pas x3, ouais. Non, il y a eu une accélération de la répression qu'on n'a pas connue depuis, les gens le disent, hein, depuis en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On est dans un cadre de répression extrêmement puissant, quoi, actuellement. Ouais. Je peux te poser une question, du coup? Moi, ça me pose question de savoir comment s'articule, du coup, face à cette... je sais pas, on parle beaucoup de société de contrôle, c'est donc la reprise de Foucault par Deleuze qui définit dans les sociétés modernes comment les formes de contrôle social sont beaucoup plus douces grâce à cette machine informatique. Et en effet, on voit des formes de contrôle social qui semblent en tout cas beaucoup plus douces. Elles continuent à coexister avec des formes de violence d'État ostentatoire extrêmement fortes. On vient de rappeler les chiffres et l'accélération, la fuite en avant de cette violence-là. Et du coup, moi, ça m'interpelle, en fait, parce que les dispositifs de contrôle social qui sont censés justement permettre d'adoucir la violence ne fonctionnent pas vraiment. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est ce que disait Foucault, c'est-à-dire qu'il y a historiquement une évolution des dominantes. C'est-à-dire que tu dis, voilà, quand tu étais au Moyen-Âge et que le régime était un régime féodal, comme il explique super bien, il dit, voilà, il y a effectivement un droit de vie ou de mort sur les sujets. Il y a un droit de cuissage, c'est-à-dire un droit de viol en réalité aussi sur les femmes. Mais si tu veux, en dehors de ça, tu as le mode de vie des paysans, le mode de vie des sujets est laissé libre. C'est-à-dire que les mœurs, la façon de gérer son quotidien est laissé finalement très, très, très libre. Et il y a un prélèvement de dîmes. Voilà, il y a un prélèvement de 10% sur le... Donc c'est vraiment un droit, ou en tout cas un fonctionnement de régime de pouvoir qui est, ok, tu peux tuer, tu peux violer, mais en dehors de ça, il n'y a pas cette espèce de contrôle ou de discipline quotidienne sur les sujets. Et puis après, il explique, 18e, 19e siècle, je vous refais un coup de Foucault, si ça ne vous intéresse pas, vous m'arrêtez, mais en disant, voilà, émerge la société
industrielle, émergent les régimes disciplinaires qui caractérisent comme voilà, l'application dans le temps et dans l'espace sur les corps, c'est une anatomopolitique, donc dans le corps, enfin dans le temps et dans l'espace, dans des espaces fermés, donc d'ordre et d'obligations de comportement qui sont très spécifiés. Voilà, donc ça veut dire que dans le cadre de l'usine, dans le cadre de l'école, dans le cadre de l'armée, dans le cadre de l'hôpital, dans le cadre de l'asile, etc., on impose au corps un certain type de comportement dans une durée donnée et avec des échéances données. Donc ça, c'est le régime disciplinaire, on l'a connu et on continue à le connaître, qui voilà, est dominant en tout cas d'après Michel Foucault jusqu'aux années 70, 1970 à peu près. Et après, il dit, voilà, on est en train d'entrer dans un nouveau type de régime qu'on a appelé le régime de contrôle, que Deleuze a super bien développé, où effectivement, il y a une décroissance de l'autorité. Et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que si les régimes mutent, c'est parce que des résistances se mettent en œuvre. C'est-à-dire que, voilà, ça résiste, ça se bat, ça demande de la liberté, ça ne supporte plus l'autorité. Quand je dis ça, c'est évidemment les étudiants, les jeunes et toutes les classes sociales qui se mettent en mouvement autour de 68, etc. notamment. Et donc le régime est obligé de muter. Le régime mute vers ce système extrêmement insidieux, beaucoup plus souple, beaucoup plus difficile à contourner, qui est celui du contrôle. Mais ce que dit Foucault, c'est que même s'il y a des dominantes historiques, c'est qu'en fait ces trois modes de pouvoir continuent à coexister. Voilà. Et qu'à certains moments de l'histoire, et là on voit le cas très particulier chez Macron, c'est qu'il fait remonter la strate disciplinaire qu'on croyait avoir dépassée, notamment sous Hollande, etc. Il l'a fait remonter très fort, et c'est une sorte de réaction, parce que c'est un pouvoir qui en réalité est extrêmement fragile et n'a plus que la police pour se protéger. Et donc il fait remonter ces strates de façon extrêmement violente. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois strates communiquent. C'est-à-dire qu'un mec comme Bernard Arnault, il vit dans un régime féodal en réalité. Ce gars-là, il est assis sur 100 milliards d'euros, ce qui, entre parenthèses, vaut 3,3 millions d'années de SMIC. Ce type-là pèse 3,3 millions d'années de SMIC. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Et lui, il vit dans un régime féodal. Il vit dans des lieux qui sont des lieux totalement protégés, avec 6 gardes du corps, etc. Donc ce régime féodal continue de fonctionner, en tout cas pour ces milliardaires-là. Le régime disciplinaire continue de fonctionner, on l'a vu réapparaître avec Macron, mais il s'articule avec le régime de contrôle. C'est-à-dire qu'on le voit, si aujourd'hui tu manifestes et que tu n'as pas une cagoule, tu vas être filmé avec possibilité de biométrie. Il y a des prélèvements ADN sauvages, ils l'ont fait par exemple à l'Arc de Triomphe quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes là-dessus. Donc c'est-à-dire que l'établissement de fichiers et l'utilisation de ces fichiers pour aller chercher les gens, les incarcérés, et comme tu disais, il y en a 400 gilets jaunes qui sont en prison ferme, mais il y a combien qui ont été passés en garde à vue et combien sont dissuadés de manifester avant même qu'ils arrivent, etc. Tout ça fait que, si tu veux, c'est ça que j'appelle moi totalitaire dans les régimes, c'est-à-dire que le féodal, le disciplinaire, le contrôle fonctionnent ensemble, un peu en fusion comme ça, tu vois. Et donc on va utiliser le pouvoir du numérique, c'est-à-dire que le fait qu'effectivement tu peux délirer sur tes groupes Facebook ou WhatsApp, mais tu laisses des traces nécessairement et que ces traces vont être utilisées contre toi, puisque tout ce que tu fais sur les réseaux pourra à un moment ou à un autre être utilisé contre toi dès que tu sors de la norme, ce que moi j'appelle la normosphère. C'est-à-dire que dès que tu vas toucher les parois de la sphère, tu peux faire ce que tu veux. C'est comme là, oui, effectivement, là on peut parler dans le Minatec, il n'y a pas un flic qui va rentrer parce qu'on ne touche pas les parois de la sphère. D'accord ? On ne franchit pas. Ouais. En fait, on n'a pas répondu à la... Ah, merci. Ouais, vas-y. Vous êtes en train de jouer leur partition, là. On n'a pas répondu à la question du cadre et la question que qu'est-ce qu'on fait quand on est invité dans des lieux comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on... Non, bah alors attendez, du coup, est-ce qu'on joue leur jeu et alors c'est très intéressant de parler de Foucault et tout, mais le truc c'est qu'on ne dépasse pas leur partition, quoi. On reste dans leur format qu'ils ont décidé. Et du coup, est-ce qu'on n'en profiterait pas, là, d'être ici pour critiquer le lieu, critiquer l'institution. En fait, on n'est pas dans une librairie, là. Le fait qu'il y ait tout ce truc-là depuis 10 jours, non, depuis 3 jours, 11 février, en fait, ça sert à pacifier ce lieu-là contre lequel il y a énormément de gens qui se sont battus, qui se sont tapés de la répression et tout. On n'est pas dans une simple librairie. Il faudrait rappeler ce cadre-là. Il faudrait rappeler... Non, pas assez. Sinon, on joue. Mais on était rentré à Minatec on était rentré à Minatec pour la fête des sciences. On avait distribué des tracts contre les nanotechnologies. Et ben oui, en fait, si, on s'était fait sortir par les vigiles manu militari. En fait, non. En fait, mais non. Mais alors, moi, je veux bien m'intéresser.
Bah, si tu... Oui. Mais ils parlent tout le temps, eux. Moi, je parle jamais. Moi, je suis grenoblois. Mais si, Damasio, il est invité tout le temps. Traeger, il est invité tout le temps. Mais pourquoi, lui? Pourquoi? Oui. Pourquoi? C'est des stars? T'as envie de voir des stars? Mais pourquoi tu as envie de voir eux plus que d'autres gens? Si je peux me permettre un petit commentaire sur le lieu et donner mon avis personnel sur le lieu. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Super, super. Moi, je suis content de vous pousser à bout. Alors, moi, j'ai envie de parler aux scientifiques. Alors, je veux bien. Est-ce qu'il y a des scientifiques dans la salle? Est-ce qu'il y a des scientifiques? Moi, j'étais Alors, est-ce que vous connaissez... Au-delà des disputes personnelles, moi j'ai un commentaire au niveau du lieu. Est-ce que vous connaissez Alexandre Grothendieck? On est dans une école ici, on est dans un lieu d'échange, de discussion. On est à Grenoble INP. Je sais que Minatec c'est juste à côté. Non, je suis pas grenoblois. J'ai pas vécu. Désolé. Ces troubles. Je connais pas la pression locale qu'il y a derrière Minatec personnellement. Mais moi ici, je suis pour moi personnellement, et c'est juste mon avis personnel. Je suis à l'auditorium Grenoble INP. Je suis dans une école. Je suis dans un lieu d'échange, d'écoute, de discussion. Et pas forcément de disputes, de conflits personnels là, entre deux personnes qui commencent à se chamailler dans la salle. Moi, j'ai envie de profiter de cet échange. Ouais. Je peux vous parler juste d'un auteur, c'est un mathématicien. Un mathématicien qui s'appelait Alexander Grothendieck. Est-ce que vous connaissez Alexander Grothendieck dans la salle? Un mathématicien très célèbre. Bon, eh bien, cette personne, c'est un chercheur très célèbre qui a gagné la médaille Field, etc. Mais il marche plus. Et en fait, il a décidé de ne pas participer à ce genre d'événement. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je vais vous citer un petit texte de lui. Cela ne les empêche... il parle des scientifiques. Cela ne les empêche d'ailleurs pas de professer des idées de gauche ou de s'indigner des guerres coloniales, Indochine, Algérie, Vietnam, menées par cette même armée dont ils recueillent volontiers la manne bienfaisante. Ils donnent généralement cette attitude comme justification de leur collaboration avec l'armée, puisque d'après eux, cette collaboration ne limiterait en rien leur indépendance par rapport à l'armée, ni leur liberté d'opinion. Ils se refusent à voir qu'elle contribue à donner une auréole de responsabilité et de libéralisme à cet appareil d'asservissement, de destruction et d'avilissement de l'homme qu'est l'armée. Voilà, c'est juste un petit passage, je vous conseille. Vous tapez sur Internet « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Alexander Grothendieck. Vous êtes très fort parce qu'à 3, vous avez réussi à bloquer tout un truc, c'est bien. Bah, c'est cool. Si on arrive à bloquer le CEA3, à 1000 personnes, on n'est pas arrivé en 2006. À 1000 personnes, on n'est pas arrivé en 2006. Non mais juste, si on peut juste aussi se dire un truc, moi ça me fait vraiment plaisir, parce que souvent on annonce des débats, il n'y a aucun débat. Tout le monde il y a une parole d'autorité. Non mais certains estimeront qu'il n'y a pas de débat, certaines aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y en a un, et qu'on est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet, et merci de susciter ça, le dissensus. Parce que le consensus généralisé ne nous aide pas à penser. Et le fait que ça nous énerve, on est en colère, nous, les idiotes utiles et les idiots utiles, on sait quel rôle on joue. Merci de susciter un débat. Et effectivement, on peut s'interroger sur les termes du débat, comment le débat se pose, etc. Mais il me semble, et je suis contente qu'on soit, monsieur, vous avez dit, dans une école, effectivement, et je regrette que souvent dans les écoles, on apprenne une parole d'autorité sans la questionner. Là, on la questionne, on est bouleversé, on est en colère, on est déplacé, on ne sait pas où se poser. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, où est-ce qu'on va? On est mal à l'aise. Et c'est ce qu'il faut. Il faut être mal à l'aise parce qu'on vit un moment historique qui est long. Et moi, je dirais, et c'est une question peut-être, mais que ça dépasse bien largement un retour sous Macron de la discipline. Il y a toujours eu une coexistence, et si on lit par exemple un chercheur indépendant qui s'appelle Mathieu
Rigouste, la question de la discipline, qui est liée à l'histoire coloniale, la bataille d'Alger comme laboratoire de l'anti-insurrection, et en fait une discipline et un contrôle qui se tiennent main dans la main, heureusement qu'on est mal à l'aise. Moi, j'étais mal à l'aise avant d'arriver. Évidemment qu'il faut qu'on soit mal à l'aise et en colère. Ça serait grave de parler de choses aussi graves, c'est-à-dire de la société de contrôle, de gens qui sont en prison, qui meurent pour défendre la justice sociale. Si c'était apaisé, ça serait flippant. Donc moi, c'est pas pour neutraliser, parce que le dire depuis là, ça neutralise de fait. Donc tout est miné de toute façon. Hein. De paillettes, c'est miné, Diète, c'est miné, tout ce qu'on dit, c'est miné, tout est miné. Mais c'est bien de se dire que c'est miné. C'est miné. Être ici, c'est miné. Et je finis là-dessus. Et oui, et c'est cool de se parler avec de l'émotion, de la colère. On est en colère, il faut être en colère, que cette émotion, elle puisse se dire. Et c'est important de pouvoir la dire, c'est important que Camille prenne la parole, effectivement, que ce soit pas toujours ce que je suis, une universitaire, qui a donc droit à la parole. Et tout ça, ça participe. La démocratie, elle se fait depuis ça. Elle se fait depuis ce dissensus. Et effectivement, il faut que la parole circule. Et là, je suis d'ailleurs en train de trop l'accaparer, donc je vais m'arrêter là. Mais il me semble que là, il y a quelque chose qui circule. Je ne sais pas si c'est quelque chose de furtif. Et en tout cas, ça nous rend très mal à l'aise. Mais moi, j'ai l'habitude de travailler dans ma pratique depuis les malaises. Et donc là, merci à celles et ceux, c'est plutôt ceux, d'ailleurs, avec que des gens qui ont l'air d'être plutôt des ceux. Mais eux, non, des celles aussi. Merci des celles. De susciter ce malaise. Et en fait, finalement, moi on l'avait tous les trois. Ben là, on l'a à plusieurs, depuis des positions différentes. Je me sens moins seule dans mon malaise et déjà, je suis en train d'apprendre. Donc franchement, il me semble que c'est déjà plus intéressant ça que de rester avec effectivement une critique apaisée sur une situation qui ne l'est pas, qui est profondément pas apaisée. Pour venir, je suis venue en vélo. D'ailleurs, c'était aussi un vrai dilemme. Il y avait la manif pour les hôpitaux que j'ai laissée en partie pour venir ici. Les hôpitaux qui dénoncent la déshumanisation. Et ce que justement Deleuze, au sujet de la société de contrôle, parle, on n'est plus des individus, on est des dividus. Dividés, des divisés, et aussi comme des échantillons, comme des numéros. Ce que dénoncent les collègues et les travailleuses et travailleurs dans les hôpitaux. Et donc, on est en plein dans la question. On ne peut pas ne pas entendre la colère qui se dit juste là, à 100 mètres, par les collègues, par exemple, dans les hôpitaux. Et qu'on soit en colère ici, y compris... Voilà, et ben heureusement quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça me donne de la furtivité dans le cerveau, quoi. Ce qui est en train de se passer et dans le cœur, parce qu'il y a de l'émotion à se dire tout ça. Donc, franchement, merci à vous. Moi, je vous dis merci. Ça offusque peut-être 90% de la salle, mais je vous dis merci de nous mettre en malaise collectivement et de traverser ce malaise ensemble. Il faut qu'on le traverse, à mon sens, et je sais absolument pas où ça mène. D'ailleurs, il y avait 2 personnes vigiles qui étaient là elles sont plus là, et je me sens mieux déjà. Parce que je me disais, oulala, par contre, là, s'il y a quelque chose qui arrive comme ça, là, c'est sûr que ça va très mal se passer. Mais tout va bien. Donc, moi, je vous dis merci. Et si vous voulez poursuivre sur quelque chose, allez-y. Le malaise et la colère, il faut arriver à en faire quelque chose. Oui. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre la parole. Du coup, je vais essayer d'être une celle qui parle. C'est vrai que je trouvais ça intéressant ce que vous disiez sur ce malaise qu'on est en train de traverser tous ensemble à ce moment-là. Et c'est des choses qui, en plus, je trouve, sur la question du contrôle et sur les luttes qui ont monté ces derniers temps, qui se sont beaucoup posées comme question. Et c'est vrai que là, on voit en fait qu'il y a des personnalités en colère, il y a des malaises, il y a des dissensus. Et finalement, en fait, je trouve que c'est compliqué parce qu'on est tous en colère, tous et toutes. Et on n'a pas forcément la possibilité de prendre la parole. Là, vous voyez, pour moi, c'est assez compliqué, finalement. Et c'est pour ça qu'il me semblerait intéressant, notamment dans un cadre où on est tous un petit peu là dans la colère, dans l'énervement, on a tous des choses à dire. Ça pourrait être intéressant peut-être. Et moi, je reviens au furtif dans lesquels il y a des choses qui sont développées là-dessus, sur des questions d'âge, de prise de parole, où à un moment, ça permettrait peut-être de tous prendre la parole. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait d'arriver dans une salle, je pense, et de dire on va faire un débat. Comment, pourquoi? Et il me semble que c'est très intéressant, notamment sur les questions de contrôle, peut-être justement dans ces cadres-là qui nous le permettent,
dès le début, en fait, on aurait peut-être pu prendre le temps aujourd'hui, on n'y a pas forcément pensé, moi j'y pense maintenant, de poser en fait comment on va faire ce débat et comment on va traverser ce malaise et comment on va exprimer notre colère pas sans qu'elle déborde, mais chacun dans ses moyens et dans sa possibilité de parler, de l'exprimer. Et du coup, je pense que ça rejoint complètement du coup ces questions de contrôle, parce que hors du contrôle et hors justement des réseaux sociaux, il y a des choses qui se sont beaucoup faites. Moi, je parle du point de vue de la lutte étudiante, de ce que j'ai pu voir. Et du coup, voilà, je sais pas, c'est une idée lancée pour une prochaine conférence, si vous revenez, j'en sais rien. Mais voilà, parce que notamment les celles, vous le remarquez, ne parlent pas beaucoup. Oui, bonjour. Alors, je veux faire un peu de provocation, désolée. Par rapport à la société de contrôle, moi, quand j'en entends parler, alors c'est récent, hein, Foucault, tout ça, je ne m'y intéressais pas spécialement avant, je suis un petit peu partagée, parce que je me dis, oui, effectivement, on est dans une société de contrôle, c'est problématique, mais en même temps, j'entends que nous devons changer nos comportements rapidement pour nous sauver d'un effondrement dont on ne sait pas quelle forme il va avoir, mais qui va être dramatique pour nous tous. Et peut-être que de vivre dans cette société qui nous contrôle et qui nous guide dans nos comportements, ça peut peut-être être un moyen de nous en sortir rapidement. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Deuxièmement, par rapport au contrôle, moi je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle dans notre société, je m'explique, non pas de la population, mais de nos élus. Je trouve qu'on justement on les autorise à tout, à décider de tout, des énergies qu'on doit utiliser, des produits manufacturés qui sortent sur le marché, la 5G et que j'en passe. Et là, on a un petit problème parce que ce contrôle-là, on refuse de le faire. Et je pense qu'on a un petit problème justement de réfléchir à comment on conçoit le rôle des dirigeants, comment on doit réfléchir aux objectifs de la société. Et on doit justement reprendre le contrôle. Voilà, mais nous, quoi, pas être contrôlés, mais contrôler nos élus. Voilà, c'était ma remarque. Je sais pas, du coup, je suis assez mal à l'aise de vous parler de ce dont je voulais parler ce soir dans ce débat sur la surveillance dans les villes, mais parce que ça rejoint un peu cet enjeu. Mais ce que vous dites sur l'effondrement écologique et le contrôle, moi j'ai été vraiment surpris en lisant les documents administratifs liés au projet de Safe City. J'en parle vite fait parce que je suis pas sûr que tout le monde soit au courant dans la salle du fait que les technologies dont parle Alain dans ses livres sont vraiment en train d'être massivement expérimentées et déployées aujourd'hui dans les villes françaises. Dans les médias, on parle beaucoup de la reconnaissance faciale et d'autres technologies de ce genre en Chine. On parle de police prédictive dans les quartiers afro-américains aux États-Unis et ça fait scandale dans les médias français. On parle assez peu, même si ça commence un tout petit peu à changer ces dernières semaines, de l'arrivée de ces technologies qui, depuis 10 ans, donc, sont développées par l'INRIA, le CEA, le Thales, IDEMIA, qui est issue de la fusion de la biométrie de Safran et d'une boîte néerlandaise de surveillance biométrique. Elles arrivent, quoi. Et lorsqu'on lit, donc, quand ces industriels et ces technologies donc, qui ont fait l'objet de moult financements publics depuis 10 ans débarquent dans nos villes, elles débarquent à travers des alliances avec des élus locaux. Parmi les élus locaux les plus allants, mais en fait il y en a plein partout, dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes. Mais là où c'est vraiment chaud et le plus assumé, c'est à Nice et à Marseille à l'heure actuelle. Donc Nice, le maire étant Christian Estrosi, et à Marseille, M. Gaudin pour plus très longtemps, mais sa successeur désignée est sur la même ligne. Et donc on est dans des projets de Safe City. Safe City, c'est le vrai visage de la Smart City. La Smart City, c'était le truc, on met des capteurs et de l'informatique partout, on va optimiser les services publics urbains, la gestion des déchets, des transports, et vous verrez, ça va bien se passer, tout sera bien fluide. En fait, et là je vais citer Pierre Cuneo, qui est directeur en charge de la recherche et stratégie chez Thales, qui est aussi un énarque, qui était directeur de cabinet de Delphine Bateau, secrétaire d'État, ministre du développement durable socialiste sous Hollande. Pierre Cuneo, donc, qui explique qu'en gros, eux, ils aimeraient bien foutre leurs solutions, big data et compagnie partout, sur tout un tas de services publics dans les villes. Le problème, dit-il, c'est que les élus débloquent simplement des fonds pour les aspects sécuritaires, les applications sécuritaires de ces technologies. Donc les industriels parlent plus de Smart City, la ville intelligente, on parle de Safe City, la ville sûre.
Et la ville sûre, du coup, c'est un espèce de couteau suisse de plein de technologies. On a un petit peu parlé. Donc, vidéosurveillance intelligente, où on va, grâce à des techniques d'intelligence artificielle, analyser automatiquement les flux. Parce qu'on a balancé des centaines de millions d'argent public depuis 10 ans pour foutre des caméras à tous les coins de rue des grandes villes françaises, enfin surtout d'ailleurs de villes du Sud-Est, mais voilà. Sauf que ça coûte cher de mater les flux vidéo, et donc on va automatiser ça pour déclencher des alertes. Et notamment, un des trucs centraux dans ces projets, c'est évidemment la surveillance des manifestations. Et puis, il y a cette idée aussi d'un autocontrôle, c'est-à-dire que comme on sera toujours tout le temps surveillé automatiquement, que rien ne passera en travers de la passoire, et ben, ça va bien nous discipliner pour le coup. Donc là, on est à plein dans des logiques panoptiques de la société disciplinaire, pour revenir à Foucault un instant. Donc ça, vidéosurveillance automatisée, grosse brique technologique de ces projets. On voit aussi vachement de trucs autour de la surveillance des réseaux sociaux. Donc c'est là où l'utopie d'un Internet où on débat, on échange et on fait de la communication médiatique et de l'organisation politique à travers ces technologies, ben, c'est en train de se retourner contre nous, évidemment, mais ça fait effectivement sans doute longtemps qu'on en est au courant. Là, en fait, ce qui est différent, c'est qu'on imaginait bien que ça se faisait au niveau des services de renseignement, même si c'est jamais mentionné, hein, pour vraiment suivre de près ces sujets, on parle jamais de la surveillance des réseaux sociaux, c'est pas du tout encadré au niveau juridique ou quoi. Comme c'est public, on se dit que c'est fair game et qu'on peut y aller. Et donc dans ces projets, il y a l'idée qu'on va pouvoir surveiller, alors je cite là un projet du projet Safe City marseillais, qui tweet, qui interagit avec qui si on décide d'un apéro ou d'une manifestation sauvage, qui a été la première personne à en parler sur les réseaux. Surveillance des réseaux sociaux, après la vidéosurveillance automatisée. Ensuite, il y a le croisement de plein de bases de données, notamment l'outil. Donc ça, c'est en gros des solutions de ce qu'on appelle la police prédictive. La police prédictive, c'est le croisement de plein de bases de données. Alors à Marseille, ils nous parlent des données issues des hôpitaux publics de la ville, de la régie de transport, des mains courantes de la police municipale. Mais en fait, les stats de la police municipale, parce que c'est un projet de la ville de Marseille, c'est pas grand-chose. Du coup, ils font un partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour avoir accès à toutes les statistiques de la délinquance et pouvoir déterminer dans quelle zone, quel quartier, déjà, donc évidemment les quartiers déjà surpoliciarisés en proie aux discriminations, quels quartiers sont les plus dangereux et sur lesquels devra se concentrer l'action policière. Et en fait, pour revenir à votre question, madame, enfin à votre remarque, ce qui est saisissant, c'est notamment dans le projet Safe City à Nice. C'est un consortium de plein de boîtes. Donc, il y a l'INRIA dedans, il y a aussi des petites startups, il y a des gros groupes, et c'est dirigé par Thales. Et donc, il a passé une convention d'expérimentation avec la ville de Nice à la mi-2018. Et ils expliquent au début, en gros, on nous explique risque naturel, effondrement climatique, dérèglement climatique plutôt. Ils n'emploient pas le terme d'effondrement, même si c'est évidemment un concept qui pénètre la technostructure par les temps qui courent. Risque climatique, risque humain, lié comme si le dérèglement climatique n'est pas humain, lié à la délinquance et compagnie. Et pour eux, en fait, ces outils, c'est vraiment des outils de contrôle du désordre à venir, quoi, du dérèglement de nos sociétés à l'aune de désordres sociaux parce que des gens gueulent pour demander plus de justice sociale, mais aussi parce que catastrophe naturelle, dérèglement climatique. Et en fait, moi, en voyant ça et en désirant un monde avec moins de technologie, avec, je sais pas, je ne vais pas me lancer dans la description d'un monde meilleur, mais voilà, des communautés politiques à plus petite échelle, plus autonomes et qui se rapproprient un peu leurs moyens d'existence. Ça, c'est une possibilité en fait pour gagner un peu en résilience face au dérèglement à venir. Je pense principalement au dérèglement climatique. Mais l'option de la technocratie qui nous gouverne, c'est clairement la prolifération de ces outils pour gérer le désordre à venir. Et quand on lit les traités de police du XVIIIe siècle et tout, pour revenir à Foucault, là encore, à l'histoire des polices, il y avait cette idée d'ordre public. C'était pas juste on va réprimer la délinquance, on réfléchissait un peu à l'hygiène publique, à la santé, à l'architecture, à la lumière dans les villes et des choses comme ça. Bon, il y avait clairement des logiques policières et de contrôle social derrière, mais au moins il y avait une réflexion un petit peu large de ce qui fait qu'une société tient à peu près. Et là, en fait, il ne s'agit juste plus que de gérer le désordre. Et je trouve ça particulièrement inquiétant. Et clairement, encore une fois, dans tous ces dispositifs, la surveillance des activités politiques est centrale et s'articulera évidemment avec les formes de violence très ostentatoires qu'on a vu poindre ces derniers temps. Merci. Je voulais juste, moi, peut-être vous poser une question sur
on est dans la merde, on l'a tous bien compris. Et du coup, est-ce qu'on a des pistes peut-être pour que ça aille mieux? Est-ce que vous dites on peut aller dans un chemin, une certaine voie qui va peut-être plutôt nous amener vers un futur meilleur que tout ce qu'on se dit là, qu'on va être super contrôlé, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà des pistes en se disant peut-être en allant par là, ça sera mieux? Je sais pas. Moi, j'en ai pas trop. Non. Je veux bien le micro. Moi, j'ai une piste, c'est Gilets jaunes. Et puis, c'est aussi, vous avez parlé du contrôle. Je veux bien le micro. Parce qu'il paraît que c'est mieux avec le micro, ça fait plus classe. Quoi. Et puis, j'aime bien monter là. J'aime bien monter avec eux, là, tout. Regardez, on est bien là. Hein ah, ça va, un petit massage, tout ça, tout. Non, mais... ils sont comme nous, hein. Quand ils sont sous la douche ou qu'ils font caca, ils sont comme nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont sur la scène et tout, mais non. Pour ça, c'était des blagounettes à Camille. Le contrôle, c'est vous qui avez dit là. Je trouve justement ça, c'est intéressant de dire comment on contrôle ceux qui décident pour nous. Alors qui sont, quand j'ai parlé d'expertise de ma vie, qui mieux ici ou ailleurs ou partout est mieux placé pour savoir qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? Qui sont, qu'ils aient fait des études ou pas, qu'ils soient politiciens ou politiciennes ou je sais pas quoi. Pourquoi? Justement, contrôlons-les. Au lieu de dire faut pas toucher, c'est démocratique. Oui, vous savez, la démocratie en France, quoi, soi-disant, même si on parle de démocratie représentative, qui c'est qui est majoritaire? Les abstentionnistes, on est d'accord? On est d'accord? Ceux qui s'inscrivent même plus sur les listes, qui vont plus voter et tout. Donc ils sont pas légitimes même, puisqu'ils nous font des promesses. Vous voyez les affiches là, il y a des élections municipales, il paraît bientôt à Grenoble, vous savez. Ici c'est Grenoble. Ici c'est Grenoble. J'ai vu sur une affiche ou n'importe quel. Un autre, il s'appelle la honte. Il a le même prénom que mon fils, Olivier. C'est un joli prénom. Tu choisis pas le prénom de ton. J'ai mis beaucoup de temps avant de procréer. J'ai très très réfléchi parce que moi il y avait déjà le nucléaire. Hein. Moi tout petit j'allais contre l'arme atomique parce qu'il y avait l'arme atomique et puis l'énergie nucléaire. Vous voyez comment on a fait croire aux gens que c'était deux trucs différents. Maintenant on sait. Après au bout de je sais pas combien de temps on sait que c'est la même chose. Donc j'ai hésité. Mon fils s'appelle Olivier. Là il y a un candidat. Il était chef du cabinet du maire d'un ancien maire avant. Et nous, pendant 3 mois, on a lutté, on a gentiment, on a construit des cabanes dans les arbres parce qu'on ne voulait pas un grand stade trop grand, trop cher et pas au bon endroit. On réclamait un référendum. Vous vous rendez compte comme on était super révolutionnaire et tout? Et on ne nous l'a pas dit, on nous a envoyé la police, on a déployé je ne sais pas combien de moyens. Et lui, il était que moi j'étais dans un arbre et je lui disais « Olivier, tu ne mérites pas ton prénom !» Donc comment, pour les contrôler, il suffit de les imaginer quand ils sont sous la douche en train de faire caca. Ça c'est mon papa qui m'a dit. Quand tu es en négociation avec quelqu'un soi-disant supérieur, hiérarchique, tu l'imagines qu'il est, tu vois, il est assis en face d'un bureau, il t'a convoqué, ton supérieur hiérarchique par exemple. Ton supérieur hiérarchique te convoque. Et tu l'imagines qu'il est, au lieu d'être derrière son gros bureau, dans son fauteuil, tu l'imagines sur les cabinets. Et là, tout de suite, tu dis, oui, il fait caca comme moi. Et du coup, voilà, je sais pas, parce qu'après, ça va énerver des gens. Et je suis pas là pour énerver. Qui veut? Vous voulez le micro? Allez-y. Non, mais si. Parce qu'on a dit, en plus, faut pas qu'il y ait que des Camille qui parlent. Donc, vous voulez nous dire votre prénom? Allez-y. Je vous saoule? Ouais, on boira un coup en sortant. Non, mais pardon, j'ai rien à dire, mais continuez le débat, là. Ça commence à devenir intéressant, monsieur Tréguier, là. Monsieur Damasio, si vous voulez enchaîner. Ouais, non, mais moi, je veux bien répondre. Si j'avais une question. Ouais, sur que faire. Voilà, honnêtement, alors, on n'est pas des experts, hein, je vous le rappelle quand même. Moi, je suis juste un écrivain. Ouais, bien sûr, mais bon, voilà, on s'en fout, quoi. Simplement, c'est des sujets sur lesquels je bosse depuis 30 ans. Mon premier livre était sur la société de contrôle et sur ces régimes de surveillance. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé de me poser la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Bon, la première chose, elle est évidente, et je pense que tous les gens ici en sont conscients, c'est prendre et faire prendre conscience de l'étendue et du maillage
ultra fin de ce contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une société aussi déployée dans le renseignement, que ce soit le renseignement par les multinationales ou le renseignement par les gouvernements. Donc il y a un degré d'extension de ce contrôle qui n'a jamais été atteint. Et il a été atteint grâce au numérique. Sans le numérique, on ne serait pas aujourd'hui dans un régime de contrôle aussi fin, aussi précis et aussi exhaustif. Donc la prise de conscience, elle passe par, je suis désolé de le dire, mais par ce type de rencontre. Ça sert normalement à ça et c'est pour ça qu'on est là. Donc j'espère que ça fonctionne un tout petit peu. Elle passe par l'éducation et la formation. Donc l'éducation au réseau, l'éducation au numérique, qui est aujourd'hui quasiment inexistante dans l'éducation nationale. Hein. Il y a des cours de techno, mais honnêtement, on vous apprend à vous servir de tablette, mais pas du tout à vous protéger, par exemple, ou à vous anonymiser dans le cadre de l'éducation nationale, alors que ça devrait être la première éducation à la liberté qu'on donne aux gens. Et puis à l'aspect que moi j'appelle guerre des imaginaires, même si ça paraît lointain et pas assez concret, il y a une guerre des imaginaires. C'est-à-dire les imaginaires, on travaille dessus. On y travaille dessus par la publicité, on y travaille dessus par certains types de séries télé, on y travaille par la BD, par la littérature, etc. Et dans ces cadres-là, tu peux porter des imaginaires d'émancipation, de libération, ou des imaginaires dystopiques qui font que renforcer ce nihilisme contemporain qui nous fait croire que le contrôle viendra à bout de nos libertés. Donc ça peut se passer dans des jeux. Là, vous gueuliez en disant, j'ai vu quelqu'un qui disait, oui, il y a un jeu sur les furtifs qui est dans Experimenta, et qui consiste, à partir d'un smartphone, à te montrer comment ça sera en 2040. C'est-à-dire ce que ton smartphone, qui s'appellera un bright phone dans le futur, en tout cas que j'imagine, le degré d'aliénation qui te fera atteindre et comment tu peux en sortir. Puisqu'après, tu es hacké dans ce jeu, tu es hacké par un mec qui s'appelle Zilch et qui te fait sortir et qui te fait prendre conscience de tout ce que tu as bouffé tranquillement dans le jeu pendant un quart d'heure. Donc c'est des expériences qui, j'espère, marquent une mémoire. C'est des expériences qu'on appelle esthétiques. Esthétique, c'est-à-dire manière de ressentir, qui vous font ressentir et éprouver les choses autrement et qui, j'espère, génèrent des prises de conscience. Voilà. Donc ça, c'est le moyen, c'est par là. Mais c'est qu'une première étape. Après, il y a des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus importantes, beaucoup plus directes. C'est ce que j'appelle, moi, la furtivité, devenir furtif. Furtif, pour ceux qui savent, l'acronyme voulait dire fuir un réseau trop intrusif, fuir. Et là, la Quadrature du Net je pense que Félix pourrait développer ça beaucoup mieux que moi, mais il y a tout le travail d'anonymisation sur les réseaux, le fait d'utiliser un moteur de recherche comme Firefox plutôt que d'être sur Safari ou sur Google Trove, crypter ses mails, pour utiliser des mécanismes de cryptage. Il y a plein de choses à faire sur les VPN, mais tu veux peut-être en parler, Félix, que moi je suis pas, j'ai pas pour le coup, l'expertise et la compétence que tu as, ne pas laisser les choses sur le cloud, notamment les clouds privés qui sont des vraies trappes à données et à base de données. Ne pas rentrer dans tout ce qui est santé connectée, ne pas rentrer dans les textiles intelligents parce que c'est des outils de connectivité et de contrôle extraordinaires. Éviter tous les objets connectés, enlever les puces RFID quand vous achetez des vêtements parce qu'elles sont dessus. Bon voilà, il y a des milliards de choses. Et puis si vous avez suffisamment de force mentale, sortir des réseaux sociaux, en tout cas des réseaux sociaux type Facebook. Il y a d'autres réseaux sociaux type Mastodon et des réseaux libres qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, protégés. Pas avoir de smartphone, moi j'ai pas de smartphone, voilà, j'ai fait ce choix, il est radical, il est simple, je fais partie des 2% qui n'ont pas de smartphone. Mais quand tu n'as pas de smartphone, tu n'es pas géolocalisé quand tu te balades dans une ville. Donc on peut te repérer si on met des caméras sur toi. Mais quand même, le premier élément de suivi d'un individu, tu ne l'as pas. Voilà. Et tu n'alimentes pas tout ce truc-là. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est l'hygiène de la trace. Là, tu parlais de pipi caca, je vais enchaîner sur toi. Moi, j'appelle ça l'hygiène de la trace. C'est-à-dire qu'on est comme des chiens. On fait pipi partout sur les réseaux. On fait pipi partout en utilisant notre smartphone. On laisse des traces en permanence partout. Et il y a une hygiène à acquérir par rapport à ça qu'on est peu aujourd'hui, je pense, à avoir. Parce que c'est chiant, parce que c'est pénible, parce que moi je passe mon temps à effacer mes historiques de navigation, que je suis obligé de rentrer à nouveau tous les formulaires, que chaque fois Google réapparaît pour me redemander de valider la politique de confidentialité. C'est chiant, c'est pénible, c'est laborieux, mais ça me permet d'éliminer un maximum de cookies. Voilà, je suis sur Ghostery, je suis sur Privacy Badger, etc. J'essaie d'éliminer à chaque fois, en tout cas de laisser le minimum de traces dans ma navigation. Donc ça, c'est le deuxième aspect, mais je dirais que c'est la technique individuelle. Après, troisième aspect que la Quadrature du Net porte très bien, c'est polariser les résistances collectives. C'est-à-dire que c'est bien de faire, c'est un peu comme l'écologie, c'est bien de fermer le robinet quand tu te laves les dents, mais c'est pas comme ça que tu vas changer le monde ou éviter l'effondrement. Et de la même façon, s'il n'y a pas de mobilisation collective, il se passe rien. Donc là, on a des militants et tant mieux. Moi, je défends toujours à bloc
toute forme de militance et d'activisme parce que je trouve qu'on en manque profondément et c'est toujours le début et la naissance d'une puissance de liens et que cette société est fondée sur l'attaque sur les liens. Pour moi, le néolibéralisme se définit par une attaque sur les liens aux vivants, sur les liens aux autres, sur même les liens à soi-même et que c'est là-dessus le premier mouvement. Donc ça, oui, il y a un boulot à faire, soutenir des associations comme la Trudionet, comme Parinux par exemple, qui fait des ateliers où tu viens avec ton ordi et en 2 heures, ils t'anonymisent l'ordi, ils te mettent des logiciels libres et ils te sortent de toute la merde, Microsoft, Google, etc. Et ça, je trouve ça ultra utile. Voilà, il y a peut-être plus SF des data centers à mettre, moi c'est ce que je délire dans mes trucs, des data centers à mettre en place, c'est-à-dire des data centers qui ne relèveraient pas du privé et qui seraient nos propres, et peut-être de décrocher sur des webs locaux plutôt que d'être constamment sur le web, le World Wide Web qui est un espace entièrement contrôlé. Donc ça, il y a des choses à faire. Après, moi je suis un partisan de l'action directe, voilà, je le dis, je le répète, c'est pour ça que... je pense qu'on ne s'en sort pas uniquement par des actions entre guillemets non violentes. Je pense que les hackers, je pense que le sabotage, je pense que le brouillage, je pense que ce que j'appelle moi des machines à faire le flou, c'est-à-dire la capacité à des moments de brouiller les signaux, d'empêcher que toute trace soit collectée, la capacité à saboter certains équipements, notamment les drones, c'est quelque chose par lequel on doit passer et il faut arrêter de se draper dans la pacification, dans le respect des biens, etc. Quand des technologies sont clairement délétères, clairement néfastes, sont clairement des technologies de contrôle, bousiller une caméra, ça m'a jamais paru un acte de violence. Voilà, je trouve que c'est un acte sain et que ce type d'actes, il faut les démultiplier, surtout si ces caméras sont détectrices de mouvements, sont biométriques, etc. Donc tous les systèmes connectés qu'on veut nous mettre en place dans la Safe City ou la Smart City, tous les collecteurs, tu n'en as pas parlé, mais il y a des collecteurs de son qui sont mis en place maintenant, c'est-à-dire qu'on veut prélever aussi vos empreintes vocales dans la ville, c'est sur le canal Saint-Martin, Saint-Étienne, c'est développé. Ça, il faut le péter immédiatement, comme on pète les radars. Donc le sabotage fait partie de l'action moi, naturelle, je trouve, et importante. Et il ne faut pas se sentir mal de faire ça. Ça me paraît, moi, au contraire, sain et démocratique de le faire. Voilà. Et après, il y a le truc encore très important qui est d'encourager et de protéger les lanceurs d'alerte. On le sait aujourd'hui, Julian Assange est en train d'être massacré par la torture blanche psychologique là où il est. Snowden est enfermé en Russie. Tous les lanceurs d'alerte sont lâchés. C'est très compliqué de les défendre, mais il y a un travail juridique quand même à faire. Moi, je sais, pour avoir suivi un peu la Quadrature du Net, que c'est vrai que vous avez énormément bossé sur l'aspect juridique, l'aspect politique, d'aller voir les députés, de faire du contre-lobbying, etc., que vous avez été très déçus du résultat et que du coup, vous êtes passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que le droit, parfois, n'est pas utile. Non, on n'est pas. Voilà, bien sûr, mais tu le sais, hein, mais c'est pas. C'est-à-dire que, voilà, parfois la voie légale fonctionne, mais c'est qu'une voie parmi d'autres. C'est-à-dire croire que uniquement avec les avocats, avec l'utilisation du droit, on va s'en sortir. C'est évidemment une aberration. Il faut que tous ces modes d'action. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas un type d'action. Il y a l'action individuelle, il y a les actions directes, il y a des actions juridiques et citoyennes, j'ai envie de dire. Il y a des actions associatives et il y a des actions sur le plan de l'imaginaire parce que l'imaginaire joue aussi dans la façon dont on se comporte et on agit. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut corréler en faisceau pour moi. Non, on s'éloigne pas, on est dans le sujet, quoi. Tu vois, c'est juste que oui, c'est corrélé. Il y a des corrélations très fortes, quoi. Moi, tu vois. Pour poursuivre, je voulais en réaction rapide à ce que disait Alain à Grenoble. Si vous voulez, si vous voulez relocaliser votre usage du numérique, il y a une asso qui s'appelle Grézy. Je me trompe pas, c'est bien Grézy à Grenoble, hein? Ouais, c'est ça. C'est une des associations de la fédération des ffdn.org, leur site. Il y en a partout sur le territoire, elles sont plus ou moins dynamiques, mais à Grenoble, ça marche du feu de Dieu, donc vous pouvez les rejoindre. Et je reviendrai sur Minatech et la recherche après. Sur l'usage du droit, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure à quel point on avait été un peu déçus, à quel point on avait mesuré les limites de ce mode d'action. Moi, je pense qu'il reste super important parce que symboliquement, c'est comme ça qu'on attire l'attention médiatique et qu'on peut aussi susciter des prises de conscience. Il y a un risque, par exemple, là, on a fait des recours contre la reconnaissance faciale dans les lycées de la région PACA. Donc, délire de Estrosi et de Renaud Muselier à la tête de la région sud, qu'on appelle désormais, où ils voulaient en gros, avec des arguments sécuritaires et austéritaires, en gros, il y a des risques en termes de sécurité aux abords des établissements et on a de moins en moins de surveillants et de moins en moins d'argent public pour embaucher des surveillants dans les établissements. Du coup, on va automatiser la gestion des entrées-sorties grâce à de la reconnaissance faciale.
Le but derrière ça, c'est évidemment de déployer le tapis rouge à l'industrie de la reconnaissance faciale, puisque une fois qu'ils auront fait ça sur 2 lycées, au bout d'1 an, ils voudront le généraliser à tous les bahuts de la région, puisqu'ils ont déjà financé des caméras dans tous ces établissements ces dernières années. Et une fois que les lycéens ont servi de cobaye à la reconnaissance faciale, on pourra dire mais on le fait pour les lycéens, il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour les délinquants dans la rue et pour les terroristes. Et donc c'est parti. Du coup, on a fait un recours avec des parents d'élèves, la CGT Éducation et d'autres contre ça. On en a fait un autre aussi contre le projet de vidéosurveillance automatisée à Marseille qui a été lancé à la toute fin de 2019. On risque de gagner parce qu'en fait, ils font ça dans l'illégalité totale, il n'y a aucun encadrement juridique de tout ça. Le risque derrière, c'est que ça aille dans le sens du gouvernement qui nous dit déjà depuis plusieurs mois il faut adopter une loi expérimentale le temps que les industriels testent et fassent progresser leurs solutions. L'Union européenne, elle, parle d'un moratoire avec des exceptions pour la recherche et les expérimentations et la sécurité publique. Et du coup, on va encore se dire, bah, c'est cool, on fait une loi, on va apporter des garanties, on fait même un moratoire. Regardez comme on est privacy friendly en Europe. Et en fait, c'est autant de manières où on concentre le débat sur les garde-fous juridiques qu'on va mettre à l'usage de ces systèmes de contrôle social. Et on ne se pose pas du coup la question de savoir si oui ou non, collectivement, on est d'accord pour les foutre partout dans l'espace public urbain. Parce que moi, effectivement, Internet, c'est devenu un peu flippant en termes de contrôle. On pouvait se dire, bah, l'endroit où politiquement ça se passe, historiquement dans l'histoire politique, c'est la rue, c'est l'endroit où les corps font masse et où le peuple peut représenter une force politique face aux gouvernants. Mais sauf qu'on voit les mêmes logiques de contrôle se déployer, on en a un peu parlé donc ce soir, et c'était l'objet de la conférence, dans l'espace public urbain. Donc ça, c'est clairement une évolution qui légitime en fait des modes d'action plus offensifs, et je te rejoins là-dessus complètement aussi. Alors même que la Quadrature du Net est une association qui a toujours été dans un répertoire d'action légaliste, là clairement on se dit si on n'y arrive pas là à travers la jurisprudence, clairement, et c'est un gros risque. Clairement, il faudra en venir à ça. Après, moi, je sais qu'à Marseille, il y a des militants qui s'en sont pris à des caméras de vidéosurveillance et qui se sont pris une répression policière extrêmement violente derrière, des intimidations extra-légales et des trucs vraiment sales. Du coup, on est aussi dans des sociétés où les formes de violence politique, de répertoire d'action un peu offensive, et on l'a vu encore une fois avec les Gilets jaunes, font l'objet d'une répression féroce, quoi. Pour en revenir au point sur la recherche, le débat aujourd'hui que nous présente notamment le gouvernement autour de la reconnaissance faciale et d'autres formes de vidéosurveillance automatisée et toutes ces technologies de contrôle dans l'espace urbain, on nous dit donc garde-fou, on ouvre le débat démocratique, on va mettre en place un comité de supervision avec la CNIL et des citoyens tirés au sort, vous allez voir, c'est beau la démocratie technique en marche. Le problème, c'est que ça fait, on le disait tout à l'heure, ça fait 10 ans que des centaines de millions d'euros sont balancés en argent public dans la recherche. Et il y a des industriels qui ont fait des fusions-acquisitions, et il y a une concurrence chinoise et américaine, il faut se positionner, il faut rafler la part du gâteau. Hein. La sécurité, c'est 237 milliards de dollars de marché mondial par an, en progression de 7% par an, donc c'est 2 fois la croissance mondiale, donc il faut y aller. Donc il y a des gros intérêts. Et en fait, on ne s'est jamais posé la question de savoir si on voulait vraiment investir de l'argent dans la recherche dans cette technologie. Et c'est ça et c'est là où moi, c'est aussi ce que je voulais. Je ne sais pas combien d'entre vous sont chercheurs et travaillent dans les institutions dont on a beaucoup parlé ce soir et qui en effet nous hébergent. Mais la question, c'est comment vous arrêtez d'être complice du déploiement de cette technologie. Et ça. Force est de constater qu'au sein de la recherche, il y a eu des moments dans l'histoire où les scientifiques, les chercheurs s'organisaient pour dire non, pour peser en fait, dans le rapport de force face à ces logiques technocratiques. Et aujourd'hui, on est bien les chercheurs individuels, bien isolés et sans recours pour peser en fait, dans ces discussions. Et donc, on se prend des programmes de recherche où sur 3 ans, on va dire « Allez, reconnaissance faciale, allez, police prédictive, allez, nanotechnologie, que sais-je ». Et comment est-ce qu'on fait pour pas mettre le pied dedans, pour pas ouvrir la porte? Ouais, il y en a plein à Grenoble. Ça peut être une option. Ouais, t'as raison, ça peut être une option, évidemment. Franchement, oui. J'ai fait mon stage au CEA en biologie. En fait, j'ai refusé de faire ma thèse. J'ai refusé carrément quand je me suis rendu compte c'était quoi le CEA, j'ai dit non, j'irai pas en thèse. Il était surpris mon maître de stage. Il était vraiment surpris. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire en plus, souvent les recherches elles sont compartimentées. Quand vous bossez sur une thèse, par exemple, j'ai pris les thèses de Minatech, conception d'éléments de routage en optique guidée pour l'intégration d'un système de projection rétinienne. Bon, c'est pas ce que ça veut dire en gros. En fait, on travaille sur une petite portion, mais au final, si vous déroulez le fil,
eh ben, vous vous rendez compte que votre petite recherche à vous, elle va être intégrée après dans un dispositif de contrôle global. Et du coup, c'est toutes ces petites mains que nous sommes, que vous êtes, en fait, qui petit à petit amènent cette société-là. Je vais faire un point Goldwyn, excusez-moi, mais le type qui fabriquait les boulons pour la chambre à gaz, il ne savait pas qu'il fabriquait les boulons pour la chambre à gaz. Et pourtant, il participait à ce système. Au bout d'un moment, la seule solution, c'est la démission. C'est le pas de côté, c'est de se dire, merde, je suis vraiment dans un truc de merde, parce que c'est le CEA Minatech. Renseignez-vous, l'histoire, même regardez le Wikipédia, seulement ça, même pas besoin d'aller plus loin déjà. Regardez les financements, regardez, et peut-être ça vous donnera envie de démissionner, de faire autre chose, de devenir jardinier, devenir je sais pas quoi, autre chose, aller... J'en sais rien, il y a plein d'autres boulots plus intéressants en fait, en ce moment, si tu es scientifique aujourd'hui, tu es forcément en lien avec la technostructure, comme tu disais, avec des capitaux privés, etc. Ça n'existe plus, la recherche purement publique, ça n'existe plus. Pourquoi tu me filmes comme ça? J'ai pas envie d'être filmé. Non, non, j'ai pas envie d'être filmé, désolé. C'est mon droit, j'ai pas envie d'être filmé. Je dis des conneries. Pourquoi je dis des conneries? Oui, je pense que ça... Qu'est-ce qui... Si je peux... Non, non. On parle, on s'insulte pas. Ouais. Moi, excusez-moi, je veux bien prendre la parole. Excusez-moi. Oui, t'inquiète. Je vais prendre la parole. Je suis enseignant ici, j'ai amené des élèves. Et non, mais j'attends peut-être qu'il va répondre, mais sinon je vais prendre la parole. Je suis enseignant, j'ai emmené des élèves. Je donne des cours d'éducation, je suis scientifique, et je vous avoue être assez fier parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore pourquoi? Parce que j'adore découvrir, par curiosité. Un scientifique, c'est quelqu'un qui aime découvrir, qui ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux sur des fois des choses qui vont déboucher, mais parfois on ne sait pas forcément. On ne sait pas forcément sur quoi les choses vont déboucher. Vous voyez bien qu'il y a deux choses très distinctes. Il y a l'utilisation de ce que l'on fait à partir d'une découverte. La question peut-être qui est soulevée, c'est parfois, il y a des découvertes qui peuvent nous amener à un non-retour. Et elle est vraiment là, la problématique. D'accord ? Mais moi, dans mes cours, quand j'enseigne à mes élèves, et je donne, cette année, j'ai cours d'éducation morale et civique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, bah pour moi, qu'est-ce que le bien, qu'est le mal? Je tiens exactement le discours qui est entre autres tenu ici. Quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, Snowden, quand il fait son système, et que moi j'envoie un tweet, tiens, j'utilise tweet, parce que je ne comprends pas que le ministre des Affaires étrangères, alors que Snowden tape à la porte pour avoir l'accueil en France, et il lui ferme en balayant le truc en disant « Ah oui, mais il faut qu'il fasse une demande. » N'importe quoi. Je veux dire, ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie, qui sacrifient leur vie pour le bien commun. Il est fondamental que ces gens-là soient appuyés. Moi, j'ai honte de mes politiques, même si je soutiens certains aspects, on va dire en France, des grandes lumières, dans lesquels on a quand même un des pays dans lequel on peut débattre, comme on débat ce soir, et sans qu'on soit expulsé de la salle, mais sans peut-être non plus monopoliser la parole. Alors, en revanche, ce que j'aime pas, ce sont des raccourcis qui parfois me paraissent fallacieux. Vous ne pouvez pas dire, dans ce cas-là, mais tous ceux, vous êtes responsables de tout, on est tous responsables de tout, on ne fait plus rien. Mais si, un peu. Et quand vous attaquez les scientifiques, non, on arrête de faire scientifique, mais vous plaisantez ou quoi? Je veux dire, si l'espérance de vie a augmenté à tel point, si la qualité de vie, entre guillemets, même si on souffre, et je suis tout à fait d'accord avec les inégalités, parce que ça, c'est absolument intolérable. Mais vous voyez bien tous les bénéfices. Vous cassez, vous allez aller à l'hôpital. Oui, les conditions sont... Mais vous irez quand même à l'hôpital. Vous avez besoin d'un IRM, vous irez à un IRM. Vous allez dire dans ce cas-là, ah ben non, on arrête les IRM, on arrête les scanners, on arrête les rayons X, on arrête tout ça. Mais vous vous rendez compte? On fait quoi? On retourne... Alors oui, peut-être que si... Les gens parce qu'après ils se retrouvent aux urgences et aux urgences. Non, je comprends tout. Mais ça c'est pas le même débat, on parle pas de la même chose. Vous entendez bien? Ma femme est infirmière, d'accord? Écoutez bien, je voudrais qu'on arrête non seulement de confronter, on peut être scientifique et être pleinement conscient de ce qui se passe, voir comment les choses peuvent être modifiées. Moi je vous dis en tant qu'enseignant, je tenais ce matin même avec mes élèves, je leur disais, vous savez ce qui se passe actuellement, vos téléphones, c'est extraordinaire. Mais
peut-être que quand vos datas sont récupérées, et il est là le problème, on va savoir peut-être si vous fumez, parce que on va regarder votre système, au nombre de pas. Du coup, on sait que si vous fumez, si vos datas sont récupérées par une assurance, eh ben peut-être qu'ils ne vont pas vous faire payer le même prix. Et donc, oui, effectivement, il y a un grand danger sur la récupération des datas. C'est fondamental. Et ce combat, il doit être mené. Je ne sais pas comment on doit réussir à combattre. Mais c'est pas. Et de l'autre côté, il y a des choses qui sont pertinentes et intéressantes dans ces outils-là. Et le problème, moi, je constate quand même qu'il y a très peu de moyens de résistance pour les scientifiques, les chercheurs qui sont justement dans des dilemmes et qui voient des trucs vraiment crades se passer. Et il y a vraiment peu de moyens d'action collective, peu de moyens d'agir et de résoudre ces dilemmes et d'agir politiquement face à ces problèmes que pose la recherche scientifique à l'heure actuelle. Je ne suis pas certain. Moi, je vois le CNRS mettre en place des comités d'éthique et des trucs venus d'en haut qui ne servent à rien. Mais les gens sur le terrain, moi j'en entends dans des confs ces derniers temps, mais des gens parlaient de problèmes, ce projet de recherche, on faisait des trucs. Je ne vais pas vous parler des exemples, ce serait trop long. Mais ils voient à quel point c'est problématique, ils sont hyper minoritaires face à ça et ils n'ont aucun moyen d'agir, aucun syndicat, aucune institution à laquelle faire appel. Il me semble que dans l'histoire, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques, ou dans les années 70, les scientifiques étaient capables de s'organiser, ils avaient des recours. Et ça, ce serait vraiment à construire aujourd'hui. Et juste, je vais dire un dernier truc, parce qu'après, je ne prends plus du tout la parole. Dans le cadre de la campagne technopolis.fr, on a mis en place une plateforme de leak pour rejoindre aussi la question des lanceurs d'alerte. Parce que aussi un des gros problèmes de ces institutions, c'est le secret qui les entoure. C'est le fait qu'il y a plein de choses qui se passent, là, toutes ces technologies qui déboulent. On est obligé de faire des demandes d'accès aux documents administratifs, se faire chier à envoyer des courriers pour que les élus, enfin les services administratifs des villes daignent nous donner au compte-gouttes des informations sur ce qui est en train de se passer. Alors qu'il devrait y avoir au minimum une transparence proactive sur tout ça. Donc ça, c'est un gros combat et on serait vraiment aidé par le fait d'avoir des gens dans les administrations publiques justement, et dans les grosses boîtes et dans les centres de recherche qui développent ces technologies hyper dangereuses, d'avoir des gens qui nous envoient des documents. Donc vous pouvez aller sur technopolis.fr/leak, L-E-A-K, et nous envoyer de manière sécure. Il y a un guide qui explique comment faire au mieux pour nous envoyer de manière sécure des documents qui permettront au moins de documenter tout ça et d'aider à faire monter le débat. Pour dire aussi par rapport à la recherche, moi, je me pose régulièrement la question, parce que je suis employée par l'État et l'Université de Grenoble-Alpes en tant que scientifique. Juste quelque chose qui vient d'être voté, dont il est important de parler, puisqu'on parle de contrôle, et pour aussi répondre à ce qui a été dit. Il y a un conseil d'administration transitoire qui, le 16 décembre 2019, c'est important de rappeler des choses aussi locales, qui ça n'a rien à voir avec une loi. C'est une décision locale de l'université qui a décidé que toutes les recherches qui n'étaient pas, je cite, valables économiquement, c'est-à-dire marchandisables, c'est-à-dire mettre sur le marché, c'est-à-dire rentables, allaient être taxées de moins 20%. Donc on peut avoir des grands discours généraux sur la nécessité de la science. Moi, je suis persuadée que connaître, c'est important. Connaître ce qui nous arrive, c'est important. Pouvoir dire les mots, c'est peut-être aussi un peu pour ça que peut-être je suis assise là avec tout le malaise qu'on traverse. Mais ce qui est sûr, c'est que il me semble qu'on ne peut pas tenir de discours dans l'absolu de « il faudrait », de « la science sait », etc. Il y a des conditions matérielles qui rendent possible ou impossible, qui rendent complice ou pas complice, qui nous permettent de, effectivement, tirer des responsabilités, ça veut dire responsabilité, répondre d'eux. Et effectivement, en participant d'une institution, je ne parle même pas du projet de loi dont il faudrait dire un mot sur la recherche qui s'appelle la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui va être votée et que Frédérique Vidal est venu défendre juste à côté d'ici hier. Des collègues du CNRS se sont fait quasiment gazer par... alors c'est moins grave que les collègues des Gilets jaunes. Ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de blessés, tu vois, hier, Camille. Donc, toute chose égale par ailleurs. Mais on a une ministre qui dit au CRS, vous les dégagez. On est ses collègues, d'accord ? Ok. C'est juste à côté d'ici. Ça s'est passé hier. Il y a les vidéos place Grenette. Donc, effectivement, on peut défendre la science. Mais en fait, là, la question, ce n'est pas l'absolu moral comme un impératif qui s'impose à nous. C'est quelles conditions de possibilité pour faire quoi ? Et effectivement,
notamment à Grenoble, où la question de la science et de l'armement, mais c'est un grand classique en fait, c'est pas que grenoblois, c'est la science, mais aussi à Grenoble, et revenons à des choses locales, effectivement, quelles conditions de possibilité pour faire quoi? Et là, je te rejoins, Félix, sur l'idée que des formes non institutionnelles, collectives, de contre-attaque, de prise, etc., ben c'est hyper dur. Et globalement, ça marche pas, quoi. Donc, il me semble... Ouais, bah oui, bah bien sûr. Mais voilà, tu vois, enfin, c'est... Bon. Mais oui, mais où démissionner? Bah, moi, je suis plutôt dans l'idée, enfin, et je rejoins, et dernier aspect, en ayant une conception de la souveraineté disciplinaire, de contrôle, etc., comme étant ontologique, comme étant un tout qui n'est que dans l'écrasement, on perd la faille. Et même si la faille du droit, moi, c'est une que j'explore, on est plusieurs, on est 10 à explorer une faille du droit, en ayant complètement conscience qu'on se bat depuis les armes qui sont aussi celles qui nous oppressent. Voilà, bon. Donc, c'est un mini-machin qui... Et en même temps, voilà. Donc, depuis ces brèches-là qui échouent, mais qui donnent un semblant de prise sur des petits machins, et c'est la question d'être ici ou pas, qu'on revient, et qui est fondamentale. C'est effectivement le discours est sponsorisé CEA. C'est juste, c'est vrai. Tout ce qu'on est en train de dire là, et donc ça l'annule quelque part. Et en même temps, on le dit. Donc, c'est comment... Moi, je défends une conception qui n'est pas ontologique de la souveraineté, c'est une conception instrumentale. Et donc, effectivement, c'est quel instrument? Peut-être que l'instrument qu'on s'est raconté là, tous les trois, et merci d'avoir été là pour nous le renvoyer à la gueule parce qu'il fallait le faire, donc merci, on se raconte une illusion en étant là, en disant que c'est important d'avoir un discours, machin. Peut-être. Et en même temps, bah, ça permet de vous entendre, ça permet qu'on se parle et tout ça. Et donc, c'est toujours la question de comment... face à une souveraineté instrumentale, se fabriquer des outils. Et ben, j'ai pas de solution. Hein. Moi, j'essaye comme isolément, à 10, dans un coin, avec des bouts de machin. Et donc, je pense que les questions qu'on pose là sont importantes. Et au cœur du sujet, par ailleurs. Du coup, vous vous posez encore la question de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est invité à Minatech, c'est ça? Bah ouais. Bah, c'est une bonne question. Et je pense que... Non, moi je ne me pose pas la question, je me la suis posée, j'ai donné une réponse, je pense que c'est très clair. Moi je pense que vous confondez l'étiquette et ce qu'il y a sous l'étiquette. Est-ce qu'il y a un logo CEA derrière? Vous m'expliquez ce qu'il y a derrière, tu vois? Moi je refuse de parler avec des logos derrière, tu vois, dans le privé. Tu vois? Pardon? Ouais. Non mais je veux dire, il ramène le truc. Enfin, coupe pas la parole, je pense que ça va, elle a été relativement coupée. Hein. Du coup, effectivement, c'est chouette de parler de choses qui se passent localement. Malheureusement, en fait, à Grenoble INP, du coup, puisqu'on est dans une école, ça fait, c'était il y a, je pense, 6 ans qu'il y avait une thèse qui s'appelait reconnaissance faciale en contexte de vidéosurveillance. En fait, qui se passait dans une des écoles de Grenoble INP. Du coup, ça fait déjà 6 ans que toutes ces choses-là, elles sont dans les cartons. Et bon, maintenant, on est en 2021. On est dans les bâtiments de Minatech. Désolé de me répéter. Et on va parler, du coup, de surveillance, et de reconnaissance faciale, de société de contrôle. En fait, c'est déjà énormément déployé. On en parle... le Minatech veut bien qu'on en parle à ce moment-là, mais c'est déjà... Pardon? Et pas il y a 6 ans, pas il y a 10 ans, en 2006, quand justement il y avait une opposition à la construction de ce bâtiment. Donc, la question à se poser, que je continue à vous poser, en fait, qu'est-ce que vous faites là? Parce que, en fait, si on vous donne la parole sur le sujet de la surveillance, la société de contrôle, maintenant, c'est que c'est déjà trop tard. Et alors, il y a quelque chose qui dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, si on vous laisse parler, c'est que vous n'avez rien à dire, en fait. Et du coup, essayez de dépasser ce truc-là, de sortir de la partition qu'on vous a donnée à jouer,
et critiquez Minatech. Critiquez le cadre dans lequel vous êtes. Critiquez tout ce qui nous entoure ici. Ça qu'on fait depuis le début là. Non, vous parlez de la société de contrôle, vous parlez d'un sujet qui est déjà bien ancien. En fait, il faut dépasser cette partition. Non mais c'est le syndrome Fight Club. Vous connaissez le syndrome Fight Club? On a commencé par critiquer le Minatech. Je sais pas ce qu'il te faut de plus, quoi. Tu vois. Continuer. Alors, si tu penses qu'on est des idiots utiles, toi, pourquoi on te laisse parler ici? Pourquoi les gens ils te laissent parler ici? Ça sert à rien ce que tu dis en ce moment? On te laisse parler dans ce cadre. Donc ça veut dire que tu sers à rien. Tu es un idiot utile aussi puisque tu parles dans ce cadre. Pourquoi tu viens? Tu vois, c'est débile. Si tu viens, c'est que tu crois que ce que tu dis a une importance. Moi aussi, je crois que ce que je dis a une importance. Et je crois que cet échange a une importance. Tu vois? Et arrêtez avec le Minatech. Vous donnez beaucoup trop d'importance au pouvoir. Sans vous en rendre compte, vous faites le jeu du pouvoir en croyant que le pouvoir est aussi malin, aussi parfait, aussi juste. Non, il y a des trous. On est dans un de ces trous. Voilà. C'est tout. C'est... On parle beaucoup, mais on fera rien. En fait, c'est ça. Bah, moi, je fais des choses. Je pense que toi aussi, t'en fais, mon gars, tu vois. Moi, j'ai bloqué un lycée, tu vois, cette semaine. J'ai bloqué un lycée qui faisait les E3C. Tu parles. Ouais, j'agis aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Comme toi, j'imagine, hein. Rebellez-vous et on reste sur la chaise. Regardez Fight Club, il le dit à tout moment. Virez vos objets de consommation, barrez-vous et on regarde le film jusqu'à la dernière minute. C'est la société du spectacle, c'est exactement ça. On bougera pas notre cul. C'est exactement ça. Je te signale que... On est dans les formes de représentation et pas dans l'action. Si alors. Mais moi aussi je suis un guignol. Je suis comme vous, je suis un gros guignol. Mais non. Ah ça c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non mais là, t'alimentes un discours qui est un discours de puriste nihiliste, que j'appelle, moi, tu vois. Ce que j'appelle le concours de bits de pureté, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, soit tu agis pas. Si tu agis, tu considères que l'action a un intérêt, tu vois. Mais dans l'action, il y a aussi la parole. Dans l'action, il y a écrire des livres. Dans l'action, il y a faire des films. Et Fight Club, dont tu parles, il a empuissanté et il a permis à des gens de faire de l'action directe, tu vois. Mais oui. Et il a permis aussi à des gens de rester sur leur canapé et de rêver l'action directe, tu vois. Il y a les deux, mais c'est pas si simple que ce que tu dis, tu vois. Il y a des gens que ça fait basculer, que Fight Club a fait basculer. Tu vois. Le décalage entre la représentation et l'action, tu vois pas de plus en plus, on est dans des formes de représentation. On regarde des vidéos justement d'action, mais on va pas les faire nous-mêmes. Bon, écoute. C'est ouais. Toi, ton truc que tu fais avec tes trucs ouais. de réalité augmentée, et ben on est dans la représentation et les personnes qui ont fait leur truc de vision. Mais la représentation, elle aboutit à des actions, mon pote, tu vois. Elles vont l'intégrer, mais elles vont pas du tout agir. Ça va pas leur pousser à se voir. Alors explique-moi pourquoi quand je vais dans la ZAD, sur des mecs qui sont depuis 10 ans dans la ZAD, ok, qui sont vraiment des activistes et qui font changer le monde et qui se battent à la fois à Nantes et dans la ZAD depuis 10 ans, ces mecs-là lisent mes bouquins, s'appuient sur mes bouquins et que ça les aide aussi à lutter. Pourquoi ? Bah parce que l'imaginaire fonctionne aussi et est un outil pour la lutte, tu vois. Ils n'ont pas attendu mes bouquins pour lutter, mais mes bouquins les aident d'une façon ou d'une autre, dans leur imaginaire, dans leur combat. C'est aussi simple que ça. Là, vous êtes ultra binaire, je suis désolé, c'est ultra manichéen ce que tu racontes, quoi. Ouais, c'est bien plus complexe et intégré que ça, hein, et heureusement, tu vois. Voilà, et tu peux parler et agir aussi, les deux existent. Et à la ZAD, t'as des gens qui parlent et qui agissent. Et moi, je suis un mec qui parle mais qui agit aussi, tu vois. Ouais, je me permets de répondre. Du coup, je crie pas aussi fort que vous tous, mais je suis étudiant à Grenoble INP et en fait, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui ici, ça a du sens parce que oui, on est dans les bâtiments de l'INP, mais du coup aussi, c'est proche de nous. Ça permet, et en fait, je vous trouve assez fataliste et en même temps super méprisant des gens en mode oui, les gens sont tellement stupides, ils viennent s'asseoir là, ils comprennent rien à ce qui se passe, ils écoutent pas parce qu'ils sont dans ce lieu. Non, les gens ils sont pas stupides et les artistes qui viennent à Experimenta et même les chercheurs, les étudiants comme nous qui vont voir ces œuvres, bah on n'est pas stupides, on échange tous les deux et quand on va à l'Experimenta, et je vous conseille d'y aller, même si c'est à Minatech, se trembler un peu et rentrer. Allez parler aux artistes qui ont fait ces œuvres, ils ont une vraie réflexion, ils ont des choses très intéressantes à dire et je pense pas que ce soit brasser de l'air, même si c'est financé par le CEA ou quelle entité démoniaque qui est derrière, ça annule pas l'effet de ce qui se passe ici. Et donc vous formalisez pas parce que là je pense qu'on se censure à dire que c'est aujourd'hui à cette date et à cet endroit, c'est trop tard et pas le lieu.
je pense qu'il faut pas être limité comme ça à dire que c'est déjà trop tard et c'est pas à cet endroit qu'il faut le faire. Faut le faire partout. Voilà. Merci. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin, sans vouloir... Il se fait tard, non ?